Et la digestion alors? Parce que c'est Ouais. un peu ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ouais. Et c'est probablement Enfin, j'ai l'impression, peut-être que je baigne un peu trop là-dedans, tu vois, dans l'espace musculation, diététique, santé en général, que la digestion a pris une importance, enfin une grosse importance par rapport à tous les autres facteurs qui pouvaient nous intéresser il y a quelques années. Donc peut-être que, je vais reformuler et clarifier un petit peu, peut-être qu'aujourd'hui, on est plus attentif à la digestion par rapport aux aliments en eux-mêmes, par rapport à il y a quelques années. Oui, je pense. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat? Est-ce que toi, c'est quelque chose que, en tant que professionnel, tu remarques? Bah, moi, forcément, puisque c'est ma spécialité, la digestion, donc nécessairement, je parle que de digestion toute la journée. Et c'est mon truc. Maintenant, c'est vrai que même à la télé, on voit de plus en plus de publicité sur le microbiote, des trucs comme ça. Il y a vraiment des notions qui sont apparues et qui sont devenues centrales. Alors, je pense qu'il y a quand même une dimension marketing derrière tout ça. Derrière le microbiote, derrière machin, enfin, les labos, enfin, tout le monde s'engouffre dans cette... Ah oui, tu parles des produits qui Ouais, des seraient produits censés notamment. améliorer la digestion, etc. Parce que ça intéresse les gens, en fait. Mais c'est vrai que de toute façon, moi, je pense que au-delà du potentiel nutritif des aliments, de tout ça, je pense que vraiment, la digestion, c'est le premier facteur qui fait que tu es en bonne santé ou pas. Parce que si tu digères mal, tu absorbes mal les nutriments, et donc, du coup, ton corps peut pas fonctionner. Je me rappelle d'un coach qui disait « Tu n'es pas ce que tu manges, mais tu es ce que tu digères ». Ouais, il y avait des phrases comme ça avant. Alors, c'était Poliquin à l'époque, pour ceux qui ont la ref, mais c'était il y a vraiment un petit moment. Et je trouvais que c'était une phrase qui était quand même sensée, parce que quand j'ai commencé la muscu il y a presque 20 ans, t'étais ce que tu mangeais. Donc, tu vois, tu mangeais du poulet, des brocolis, de la patate douce, etc. Mais sans vraiment te poser la question, est-ce que tous ces nutriments vont être assimilés? De quelle façon vont-ils être assimilés? Comment je peux optimiser tout ça? Quels effets ça va avoir sur la prise de muscle, la perte de gras, mais aussi la santé? Mais pas seulement, il peut y avoir la productivité, la cognition, tous ces facteurs un petit peu annexes qui sont au final un petit peu régis par la digestion. Ah oui, non, mais c'est sûr, de toute façon, en fait, tu peux faire des liens entre la sphère digestive et toutes les autres sphères de l'organisme. Donc tu peux dire que le microbiote et de manière générale la digestion joue sur l'humeur, ça joue sur notre thyroïde, ça joue sur tout. Donc de toute façon, de ce point de vue, je pense que la digestion elle est centrale et effectivement, je pense que de plus en plus, même toi dans le domaine de du go muscu, comme tu m'as dit tout à l'heure, je pense que vraiment c'est une notion oui, qui est centrale et qui n'est pas qu'une mode entre guillemets. C'est-à-dire que je pense que ça va... on va de plus en plus vers une dimension du sport notamment où on veut de la santé. On veut pas simplement genre de l'esthétique, on veut de la santé, que ce soit les hommes ou les femmes. Bon, je pense que c'est un peu plus l'idée par les femmes, mais je pense que les hommes prennent le relais aussi et tout le monde se met à penser pas seulement à sa shape, mais à sa santé, et la digestion, c'est un pilier essentiel, quoi. Je suis 100% d'accord sur le fait que la santé, c'est une considération qui est centrale, même pour ceux qui se butent à la salle de sport 6 jours sur 7, tu vois. Bah oui. On veut plus que des gros muscles, on veut aussi tout le reste, et à juste titre, hein, parce qu'on a bien compris que des gros muscles, c'était joli dans le miroir. Mais si on voulait fonctionner très longtemps et dans de meilleures conditions, il fallait peut-être s'intéresser au reste. Oui, c'est sûr. Et du coup, l'analogie, l'intestin, les intestins, c'est le deuxième cerveau, un truc qu'on entend souvent, mais qui est peut-être aussi un peu marketing. Tu es d'accord avec cette déclaration ou c'est un peu plus compliqué que ça? Alors, c'est un petit peu une image, forcément. Maintenant, il y a une réalité anatomique derrière ça. C'est-à-dire que le microbiote, la sphère digestive... Ouais, j'ai dit les intestins, mais j'étais peut-être à côté de la plaque. Okay. L'intestin, en fait, il abrite un système nerveux propre qui s'appelle le système nerveux intrinsèque et en fait qui est composé de plus de 500 millions de neurones. Donc à partir du moment où tu as 500 millions de neurones, nécessairement on peut parler de cerveau. Et c'est dans ce sens-là qu'on l'appelle le deuxième cerveau. Et 500 millions de neurones dans l'intestin? Dans l'intestin. Okay. Alors, ce n'est pas des neurones qui vont te servir à réfléchir, mais en fait ça va servir à ton intestin justement à fonctionner. Okay. Ça agit sur tout ce qui est motricité digestive, sur la production enzymatique, sur l'inflammation. Et donc en fait, la particularité, c'est que pourquoi on l'appelle cerveau, c'est parce que ce système nerveux intrinsèque, il a la capacité de fonctionner seul. Il n'a pas besoin d'avoir des ordres du système nerveux central pour pouvoir fonctionner au niveau digestif. Donc en fait, limite, tu coupes la tête d'un mec, le système nerveux intrinsèque va potentiellement continuer de fonctionner pendant
quelques minutes. Mm. Bon, je ne sais pas exactement, Oui, tu vois, bien sûr, mais on mais il a comprend cette l'image. capacité de fonctionner On seul. comprend l'image. Ouais. Voilà. Et ça veut dire que toutes les décisions, je mets des gros guillemets hein, pour ceux qui ne verraient pas la vidéo et qui écouteraient ce podcast, les décisions prises par l'intestin sont des décisions prises par l'intestin. Enfin, tu as compris la phrase, quoi. Le cerveau n'intervient pas forcément là-dedans. Si, parce que quand même le système nerveux central communique avec le système nerveux intrinsèque au niveau intestinal. Ok. Mais il est capable de fonctionner seul. Donc en fait, il y a une partie qui est vraiment liée, on va dire, à l'intestin, où il prend ses décisions seul, on va dire, et une autre partie qui est liée bien, au cerveau, parce que le système nerveux central et donc l'intestin, ils sont reliés par un nerf qui s'appelle le nerf vague, qui est fondamental dans l'apparition des troubles digestifs. Fondamental au niveau de tout ce qui est intestin irritable, au niveau de tout ce qui est production enzymatique, production de l'acide gastrique, inflammation intestinale, voilà. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Et le nerf vague, il a ce rôle central. Et je pense que ça explique, aujourd'hui, moi, dans les consultations que j'ai, ça explique peut-être 60% des personnes. Ah ouais, donc la majorité. Ah oui, parce que c'est souvent des femmes qui viennent me voir. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure de la prévalence un peu des troubles digestifs et qu'il y a plus de femmes qui sont touchées que des hommes. Mais il est certain que le nerf vague, c'est ça hein. Que le nerf vague, ouais, que le nerf vague, il joue un rôle dans la majorité des cas. Ok. Vraiment. Et à quoi elle sert en fait cette liaison par le nerf vague entre l'intestin et le cerveau? Envoyer des informations Alors, à en recevoir et à en envoyer. Ok. Donc en fait, ça reçoit des informations sur tout ce qui est inflammation intestinale. Et après, du coup, le système nerveux central s'adapte. Et ça envoie des informations aussi. Ça donne, en fait, c'est un peu le commandant de bord. Ça donne, même le commandant, plus le chef de guerre. Ça donne les informations aux organes digestifs sur ce qu'ils doivent faire. Donc le nerf vague, il va permettre, c'est l'autoroute en fait qui permet la communication et qui va dire au pancréas, tu produis les enzymes digestives, qui va dire au foie, tu produis la bile, qui va dire à l'estomac, tu produis les acides gastriques. Et donc tout ça, en fait, ça va permettre de coordonner une bonne digestion. Ok. Tellement complexe. Ouais, complexe, mais et encore, ça c'est une présentation très simpliste. J'imagine que là, très simpliste, on est juste en surface. Mais c'est déjà très bien de savoir ça en fait, et donc du coup d'avoir conscience que notre système digestif dépend de notre système nerveux. Et donc en fait, quand tu sais ça, tu sais que le nerf vague, c'est un nerf qui fonctionne bien quand on est, tu le sais peut-être, il y a deux modes au niveau du système nerveux. Il y a le système nerveux sympathique, qui est un petit peu le système nerveux qui porte pas mal son nom finalement, parce que c'est le système nerveux qui se déclenche en cas de stress. Et tu as le système nerveux parasympathique, lui c'est le mode de la détente. D'accord ? Et en fait, chacun de ces modes est activé pendant la journée. Quand tu es en musculation, quand tu fais ta séance, sympathique. Quand normalement tu es en digestion, parasympathique. Donc tu dois être détendu. Et en fait, si tu es stressé, si tu as des troubles du comportement alimentaire, si tu es angoissé, si tu as des dépressions, ton système nerveux il est complètement HS. Ton nerf vague, il ne peut pas envoyer. En fait, le péage, il n'est pas ouvert. Le nerf vague, il est inhibé. Et du coup, les organes digestifs ne reçoivent pas les ordres. Et donc, généralement, les problèmes digestifs, en fait, ça ne vient pas directement des organes digestifs qui fonctionnent très bien. C'est juste qu'ils ne reçoivent pas les ordres en haut. Voilà. Ok. Ça vient de mauvaises informations. D'informations qui ne passent pas. D'informations qui ne passent pas, carrément. Qui ne passent pas, ouais. Oui, parce que le nerf vague, il est inhibé. Et du coup, les informations, elles passent beaucoup moins bien. Et d'ailleurs, quand tu es stressé, on a généralement une augmentation des troubles digestifs. Bien sûr. Si tu manges quand tu es stressé, tu peux vite aller aux toilettes. Il y a des réflexes qui font que tu es un petit peu dérangé, on va dire. Ok. Si on rembobine un petit peu, avoir une bonne digestion, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire arriver à assimiler tous les nutriments des aliments ? Ouais. Quelle serait une bonne définition d'avoir une bonne digestion en fait ? De manière très simpliste, déjà la digestion, c'est vraiment le fait de découper les aliments en tout petits. Tu as deux étapes préalables pour que la digestion au sens large se passe bien. Tu as tout ce qui est donc vraiment opération de digestion. Et donc là, c'est découper les aliments en tout petits. Donc mastication, j'imagine, au début. Mastication,
enzymes pancréatiques, Ok. enzymes intestinales, les acides gastriques, la bile aussi qui participe à tout ça, et puis ensuite l'absorption. Donc c'est le passage des nutriments qui ont été digérés du coup. Mhm. Vraiment la digestion, c'est transformation des aliments en nutriments. Et l'absorption, ensuite, c'est passage des nutriments dans le sang, D'accord. au niveau de la barrière intestinale. Ah ouais. Et en fait, du coup, une bonne digestion, c'est juste avoir les enzymes suffisantes et bien découper les trucs. Mais si on parle de la digestion au sens large, bon bah là, globalement, c'est aller aux toilettes tous les jours, c'est pas avoir de ballonnement, c'est pas être cuit après les repas. En fait, c'est se sentir bien, quoi. Être cuit après les repas, ça peut arriver, ça? Ouais, parce que tu as des variations de la glycémie, notamment après les repas. Ouais. Et en fait, si tu as des pics glycémiques, bah, généralement, tu vois, tu peux un Ça peu... peut te fatiguer. ouais, tu peux un peu piquer du nez En tout après cas, la des gros redescente, repas. ouais. Voilà. Et donc, du coup, la digestion participe à ça. Il y a plein de choses, même au niveau de la sphère digestive, qui participent à la santé, par exemple de la glycémie. Mhm. Tu vois, on disait que la digestion, c'était au centre de tout. Bah, un exemple, si tu consommes des fibres, généralement, Ouais. en fait, tu as les fibres insolubles, qui sont des fibres qui te servent juste à aller aux toilettes, et des fibres solubles, qui ont un vrai rôle fonctionnel au niveau intestinal et au niveau en fait, du corps humain. Donc, ces fibres, elles vont transiter tout le long de ton tube digestif, elles vont rejoindre le côlon, et en fait, elles vont venir au contact des bactéries de ton microbiote. Et au contact des bactéries de ton microbiote, eh bien, tes bactéries vont produire des molécules, notamment des acides gras à chaîne courte, comme par exemple butyrate, propionate, acétate. Et ces molécules-là, elles ont un rôle dans tout ce qui est gestion de la glycémie, insulinorésistance, etc. Donc, par exemple, dans le diabète, ça a des rôles dans l'utilisation du sucre Mhm. et la gestion de la glycémie. Donc, tu vois, ça montre bien encore que la digestion, c'est central à ce niveau-là. Bon, Et- je me suis un peu écarté du Ah sujet. non, non, mais- tu fais bien. Et c'est pour ça que les fibres ont tendance à être reconnues comme des associés à la digestion, en fait. Alors, associé à la digestion dans le sens où ça améliore le transit, donc ça te fait aller aux toilettes, mais aussi associé presque à des nutriments parce que ça a des fonctions physiologiques. Parce que, comme je t'ai dit, acide gras à chaîne courte, que ce soit butyrate, acétate, propionate, je t'ai parlé des rôles que ça pouvait avoir pour la glycémie, mais ça a plein de rôles au niveau de l'inflammation, ça a plein de rôles au niveau de tout ce qui est même protection face à certains cancers. Alors, je ne suis pas en train de te dire Oui, bien sûr. voilà, que le Que ça va les butyrate, ça va te soigner. sauver. Ouais, Non, ouais. non, non, déjà, ça ne soigne pas, c'est de la prévention. Ouais. Mais c'est des molécules quand même qui ont un potentiel immunitaire, digestif, au niveau de la glycémie, au niveau hormonal, qui dépasse vraiment le cadre de on est dans la digestion, quoi. Mhm. Voilà. Et alors, concrètement, qu'est-ce qui fait que deux individus qui auraient le même plan diététique, le même plan alimentaire, ils mangent les mêmes choses, en gros, au même moment de la journée, pourraient avoir une digestion différente? Est-ce que ce serait à cause de leur état psychologique? Est-ce que ce serait à cause de la quantité et la variété des bactéries qu'ils auraient à l'intérieur de leur intestin? Qu'est-ce qui ferait que ces deux personnes-là pourraient avoir une digestion différente? Ça dépend de tout ça. Au même nombre de calories, même quantité de Ouais. macronutriments. Ça dépend de tout ça. En fait, ça dépend de... Ça, c'est vraiment mon point de vue, mais moi, j'ai tendance à dire que la digestion, elle dépend de 3 facteurs. Alors, il y a l'alimentation, mais en fait, c'est une erreur de tout le temps zoomer sur l'alimentation quand on parle de digestion. Mhm. La majorité des problèmes digestifs, ils sont pas liés à une alimentation. Sauf si on mange des burgers tous les jours. Sauf si tu manges très mal, que tu bois de l'alcool, oui. Au bout d'un moment, oui. Mais tout le monde est censé pouvoir digérer des pâtes, et c'est pas le cas. Tout le monde est censé digérer des fibres, et c'est pas le cas. Donc en fait, ça dépend énormément de la sphère immunitaire, de la sphère hormonale et de la sphère nerveuse. Donc nerveux, on en a déjà parlé. Mhm. Hormonal, je pense qu'on va en parler. Et immunitaire aussi, il y a plein de troubles digestifs longs qui peuvent apparaître après, par exemple, des infections virales comme Epstein-Barr, donc c'est des virus herpétiques, il y a souvent des réactivations virales dans le corps et ça peut te poser des problèmes digestifs. Pareil, le Covid. Avec le Covid, tu as plein de gens qui ont des problèmes digestifs à long terme. Parce qu'en fait, ce sont des virus qui restent un peu dans ton corps et qui se réactivent dès que tu as une faiblesse immunitaire. Et donc, une faiblesse immunitaire peut amener des soucis de digestion. Et puis, tu as le microbiote aussi. Mais je pense qu'il y a toutes ces considérations-là. Il y a la considération de l'alimentation. Et puis, il y a aussi la génétique quand même. Il y a des gens qui vont produire plus d'enzymes que d'autres. Il y a aussi une question d'âge. On produit moins d'enzymes, on produit moins d'acide chlorhydrique quand on vieillit. Voilà, donc il y a énormément de facteurs. Et en fait, quand on s'intéresse à la digestion, on est obligé de s'intéresser
à tout le reste. Et c'est pour ça que la digestion, je pense que c'est central aujourd'hui, parce que du coup, ça t'apporte une vision vraiment globale de la santé. Et tu pars du principe que le psychologique a une importance aussi? J'imagine que oui, parce que de toute façon, il est lié aussi probablement au système immunitaire, au système nerveux. Ouais, au système nerveux, c'est sûr. Mais oui, toutes les personnes que je reçois en consultation, elles ont une augmentation de leurs symptômes digestifs dès qu'elles stressent. Alors ça peut être lié à plusieurs choses. Il y a des explications physiologiques, notamment, par exemple, le stress, en fait, déjà, ça excite le système nerveux. Et puis, ça peut poser... ça excite le système nerveux, globalement, si on reste assez simple. Et donc, ça peut poser problème et augmenter... Ça compromet la digestion, en fin de compte. Oui. Ouais. Oui, parce qu'en plus, ça inhibe encore plus le nerf vague. Donc, du coup, les organes digestifs ne reçoivent pas les ordres. Ça va augmenter aussi l'inflammation, parce que ça va exciter certaines cellules immunitaires qui produisent des molécules inflammatoires. Par exemple, les mastocytes, qu'on retrouve partout dans notre corps, mais globalement, on les retrouve pas mal dans la sphère digestive. Et ça peut produire certaines molécules inflammatoires comme l'histamine, qui posent problème. Mais on va en reparler. Je pense que tu as des questions sur tout ce qui est nourriture anti-inflammatoire. Et du coup, on va parler de ça. J'en ai quelques-unes. Effectivement, j'en ai quelques-unes. Comment est-ce qu'on pourrait reconnaître des troubles digestifs? Imaginons que j'ai fait appel à aucun spécialiste. Ouais. J'ai une alimentation équilibrée, tu vois, plutôt saine, un total calorique assez contrôlé, des macronutriments qui sont bien choisis en fonction de mon activité physique. Comment est-ce que je peux savoir si j'ai ou pas des troubles digestifs? Est-ce que c'est parce que je vais jamais aux toilettes? Est-ce que c'est parce que je me sens un peu nauséeux après un repas? Est-ce que c'est parce que j'ai du mal à dormir, que mon rythme cardiaque descend pas? Est-ce qu'on a des signaux qui seraient identifiables? Déjà, tu vas avoir tous les signes digestifs. Donc, troubles du transit, constipation, diarrhée, des selles grasses qui collent, qui laissent des traces. Quand ça laisse des traces une fois, ça va. Quand ça laisse des traces tout le temps sur la cuvette, enfin pas sur la cuvette, mais dans les toilettes, tu as compris. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il y a ça, il va y avoir tout ce qui est ballonnement, tout ce qui est douleur. Et puis, il peut y avoir en fait globalement deux gros types de soucis digestifs. On va avoir les soucis qui visent l'intestin. Donc, on va avoir, comme je t'ai dit, des ballonnements, des douleurs abdominales. Et puis, on va avoir les soucis qui visent l'estomac. Et ça, il y en a de plus en plus. Et donc, tu vas avoir des brûlures d'estomac, des reflux gastro-œsophagiens, tu vas donc des remontées acides. C'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est ça. Ça peut être acide ou ça peut ne pas être acide aussi. Ça peut être des remontées qui ne te brûlent pas. C'est pas des remontées acides, mais c'est quand même du reflux. Ouais. Tu peux avoir une sensation de satiété précoce, c'est-à-dire tu manges et au bout de 2 bouchées, t'en peux plus. Par exemple aussi, tu vois, les gens qui mangent le soir et qui n'ont pas faim le matin, ça c'est un signe qui est pas... Alors, il y a de l'habitude, mais si t'as pas du tout faim le matin, une des raisons, ça peut être que tu as une vidange gastrique qui se fait pas bien, et du coup en fait tu te lèves avec le vide, avec le ventre qui est encore plein. Et du coup, tu n'as pas faim, tu n'as pas de signaux de satiété. Et ça pose problème parce que tout simplement, ça veut dire que tu as une mauvaise vidange gastrique. Et tu me fais peur parce que j'ai jamais faim le matin. Ouais, mais ça peut être de l'habitude. Ça peut être de l'habitude. J'ai jamais faim le matin. Même en vacances? Même en vacances. Ah ouais? Ouais, mais je pense que c'est plutôt l'habitude. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'appétit. Ouais. Donc, je fonctionne très très bien en sautant le petit déjeuner. Ouais. Mais tu sais que c'est vrai que j'avais déjà entendu ça. Que si tu n'as pas faim le matin, c'est qu'il y a un petit problème. Après, il y a plein de contenus comme ça qu'on voit sur les réseaux, sur les trucs qui sont faire peur un peu. Sûr. Tu vois, faut pas, je suis pas en train de te dire que tu es en mauvaise santé si tu n'as pas faim le matin. Si tout va bien, ça a l'air d'aller quand même. Oui, je suis assez renseigné pour arriver à différencier. Mais quand même, ceci dit, je trouve ça assez spécial qu'avec mon gabarit, en fait, je me retrouve à ne pas avoir faim le matin. Alors que bien souvent, je suis avec des personnes qui, le matin, attendent impatiemment le petit déjeuner. Ouais, mais moi aussi, je suis un peu pareil. J'ai pas trop faim le matin. Non. Ouais. Bon, là, je fais genre, j'interviens en spécialiste digestion, je suis obligé de faire genre. Mais en vrai, j'ai pas trop faim le matin. J'ai plus faim en vacances. Ouais. Non, mais oui, ça peut être expliqué par la vie. Parce que voilà. Il n'y a pas ton emploi du temps, ton boulot, etc. qui va perturber ça. Et puis quand tu es en vacances aussi, tu peux être à l'hôtel et on te fait la cuisine, tu vois. Et c'est plus agréable. C'est plus agréable. Non, oui, bien sûr, je disais ça par curiosité, mais c'est quand même assez intéressant d'avoir ce point de vue-là. Faut faire. Non, mais oui, mais c'est quand même bien d'avoir faim le matin. C'est quand même un signe, c'est quand même un bon signe. Si t'as pas faim le matin,
voilà, il n'y a pas de raison que tu passes pas l'année quand même, Oui, faut pas oui, déconner. Mais voilà, c'est quand même un bon signe d'avoir faim le matin. D'accord. Et j'avais une question en tête. Elle va. Ah oui, d'accord. Du coup, est-ce qu'on a des signaux vraiment concrets à observer? Troubles digestifs, c'est-à-dire diarrhée, constipation, selle grasse, Ouais, ballonnement, oui. éventuellement remontée acide ou pas. Ouais, mais après, il y en a plein d'autres. En fait, la sphère digestive, elle impacte tellement toutes les autres sphères que tu peux avoir plein de symptômes qui montrent que la sphère digestive ne va pas, sans forcément avoir des troubles digestifs. Tu peux avoir des maladies auto-immunes qui viennent de l'intestin, D'accord. parce que généralement, enfin, en tout cas, la majorité de ton immunité se retrouve au niveau intestinal. Ce qu'on appelle l'équilibre des voies lymphocytaires. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ton immunité, tu as des défenseurs et des attaquants. Il y en a qui sont censés exploser les bactéries qui sont là, Mhm. sauf que il faut quand même, Donc c'est les attaquants, eux. c'est les attaquants, Ok. mais il faut quand même avoir une immunomodulation. C'est-à-dire que s'il y a trop d'attaquants, bah, le problème c'est que ton immunité elle se retourne contre toi. Parce qu'elle explose tellement tout, elle rase tellement tout, elle finit par te raser toi aussi. Donc il faut qu'il y ait de la flexibilité entre les attaquants et les défenseurs. C'est ça, un peu c'est qu'il y a quand même des défenseurs qui doivent calmer le jeu, qui doivent Ok. dire mec, là tu vas un peu Ouais, trop ouais. fort. Parce que sinon, en fait, c'est bien de se défendre, enfin d'attaquer pour le Ouais. coup, mais il faut aussi pouvoir calmer le jeu. D'accord. Voilà. Et du coup, eh bien, quand tu as une mauvaise digestion, tu peux avoir eh bien, des perturbations au niveau de la muqueuse intestinale. Là, finalement, où se situent eh bien, les acteurs immunitaires, ou même un peu en dessous. Et en fait, ça dérégule tout ça, ça dérégule les attaquants, les défenseurs, et ça peut, in fine, créer des... Alors, ça peut participer, on va dire, à l'apparition de maladies auto-immunes. Ok. Bon, c'est bien de préciser ça. Mais alors, est-ce que c'est possible d'avoir une digestion nickel? C'est-à-dire que tu ne souffres jamais de problèmes digestifs, tu es réglé comme une horloge pour aller aux toilettes, tu n'as aucun reflux, qu'il soit acide ou non. Est-ce que Ouais. c'est possible ou c'est vraiment. Il ne faut pas tendre à ça, il ne faut pas espérer pouvoir atteindre cet état de perfection? Je mets des gros guillemets. Je sais pas, t'es parfait, toi, ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du Moi non tout. plus, je suis pas parfait, c'est sûr. De toute façon, tu peux pas être parfait parce que quand tu bois 2 verres, tu manges une merde, tu es un peu stressé, forcément, tu peux avoir des conséquences qui peuvent être immédiates ou pas. Et qui sont anodines dans le sens où Et elles qui sont sont anodines. temporaires, tu vois. Mais oui, qui sont totalement anodines. Tu peux aussi avoir des choses qui ne dépendent pas que de ton hygiène de vie. Enfin, il y a quand même des parasites qui existent. Mm. Tu es un animal de compagnie où tu manges un truc pas bien. Voilà, tu peux avoir des parasites qui se logent dans ton intestin et qui, tant que tu les dégages pas, bah, ils y restent. Alors, le système immunitaire, encore une fois, il est censé les dégager. Mais si tu as un système immunitaire pour X ou Y raison qui n'est pas optimal, bah, tu les dégages pas. Et donc, tu peux avoir des problèmes sans même avoir de diagnostic médical. Mm. Euh, et voilà, mais je pense que faut pas tendre sur la perfection, ça n'existe pas. Euh, j'ai l'impression d'être un coach de développement personnel. Là. Ça y est, c'est parti. Mais, Le podcast est, ouais. le podcast Non, a non, mais dévié. la perfection, elle est pas possible. Mais, Ouais, mais c'est bien aussi de te l'entendre dire parce qu'on pourrait se dire attends, j'ai quelques petits ballonnements, des fois je suis pas tout à fait régulier, ma digestion est complètement à la Ouais. ramasse, alors que ça pourrait ne pas être le cas. oui, non, ça doit quand même perturber tes activités quotidiennes. Mm. Tu vois, il y a des gens, enfin, moi vraiment, je reçois des gens en consultation qui ont peur d'aller au restaurant Ah ouais. parce qu'ils ont peur d'aller aux toilettes. Ah ouais. Enfin, parce qu'ils doivent aller aux toilettes toutes les 10 minutes. Mm. Ils ont une activité sociale qui est vraiment réduite, Qui est perturbé à qui est cause de ça. perturbée. Ils s'habillent, enfin, c'est des femmes généralement, elles s'habillent en fonction de leurs troubles digestifs. Elles mettent pas des trucs qui vont trop les serrer parce qu'elles sont hyper ballonnées. Mm. Alors qu'elles sont. Et c'est pas du tout lié au poids. Hein. C'est pas du tout lié au poids, lié au. Enfin, c'est lié à rien de tout ça. Elles mangent très bien. Moi, vraiment, je reçois en consultation, la majorité des gens mangent très bien. Ils sont hyper healthy. Et en plus, j'imagine ils sont aussi renseignés un peu sur la question et font des choix alimentaires qui sont, tu vois, quand même un peu réfléchis. Oui, et déjà, et en plus, ils ont généralement contacté des médecins Mm. avant de me contacter moi, ce qui est logique et ce qui est bienvenu. Bien sûr. Il faut pouvoir exclure des pathologies qui pourraient être graves Mm. au niveau de l'intestin. Et puis ensuite, quand le médecin ne peut plus rien faire, ce qui arrive très souvent quand même, là, moi, on vient me contacter en fin de chaîne. Donc Ouais. les gens ont déjà essayé des choses. Les gens ont déjà essayé des choses. Et effectivement, la plupart du temps, ils sont renseignés. Alors, ça dépend. En fait, on a deux profils. Il peut y avoir les hommes qui viennent me consulter et les femmes. Les femmes, elles vont bien manger. Elles boivent pas trop d'alcool. Elles dorment. Mais elles font pas de sport. Celles qui me consultent. Les hommes, ils font du sport.
Ils bouffent de l'alcool. Mais par contre, ils bouffent de la merde. Ils bouffent de la merde. Ouais, ils bouffent de la merde. Et... Bon, après, ça dépend. Bien là. sûr, tout ça sont des généralités. C'est des généralités. C'est des généralités. Là, j'ai eu des mecs en consultation il n'y a pas longtemps et ils avaient une hygiène de vie. Ils mangeaient très bien. Ouais, ils mangeaient très très bien. Ouais. Et donc voilà, donc ça dépend énormément. C'est des généralités. Intéressant. Hein. Est-ce qu'il est possible de différencier des troubles hormonaux des troubles digestifs? Ou est-ce que les deux vont forcément ensemble? Ils vont pas forcément ensemble, non. Non, ils vont pas forcément ensemble. On peut avoir des troubles digestifs sans avoir des troubles hormonaux et vice-versa. Maintenant, pareil, pour identifier les troubles hormonaux, c'est assez simple finalement. C'est des problèmes qui sont liés aux hormones. Donc des problèmes de fertilité, de libido. Moi, je suis plus spécialisé sur les hormones féminines parce qu'en fait, les hommes, on a, je dirais, plus rarement des problèmes à ce niveau-là. Parce qu'on est aussi sans doute mieux traité. On prend pas la pilule. Oui. Il y a moins de perturbateurs qui... en tout cas, on n'est pas perturbé à ce niveau-là. Ouais. Mais alors, désolé de te couper. Et dis-moi. par exemple, un problème de thyroïde, qui est un problème hormonal, mais qui peut aussi influencer la digestion, j'imagine. Ouais, énormément. Parce qu'en fait, la thyroïde, c'est ton chef d'orchestre. Et donc, de ce point de vue-là, ça va venir jouer sur ta motricité digestive. Donc, en fait, la thyroïde, elle va faire en sorte que tes muscles se contractent pour faire avancer les selles, sinon tu es constipé. C'est d'ailleurs un des symptômes les plus fréquents en cas d'hypothyroïdie, donc d'hypofonctionnement de la thyroïde, de ralentissement du fonctionnement de la thyroïde. Ah, ça, je savais pas. Tu as aussi, en gros, la thyroïde, les hormones thyroïdiennes, elles vont jouer sur la production d'une autre hormone qui s'appelle la gastrine. Et la gastrine, elle augmente la sécrétion des acides gastriques. La gastrine augmente la sécrétion des acides gastriques. Ok. Donc hypothyroïdie égale hypogastrinémie, donc moins de production de gastrine, égale généralement hypochloridrie. Donc moins de production acide au niveau de l'estomac. L'acide gastrique, ça sert à plein de choses. Ça sert au transport de la B12. Ça sert, c'est pas le plus gros, je commence par là, je sais pas pourquoi. Ça sert à la digestion des protéines, à dénaturer les protéines, à les démêler un petit peu pour qu'ensuite les enzymes fassent leur boulot. Ça sert à stériliser aussi le bol alimentaire. Donc en fait, si tu manges des trucs qui sont pas bien cuits ou qui ont des bactéries et que tu n'as pas assez d'acide, tu chopes toutes les intoxications alimentaires, elles sont pour toi, quoi. Ah ouais. Ah oui. Donc moi qui pensais qu'une hypothyroïdie se traduisait juste par une baisse du métabolisme, tu vois, en mode muscu, mais en fait ça peut provoquer beaucoup de choses. Oui, au niveau digestif, oui. Ouais. Ça peut provoquer aussi ce qu'on appelle des hypotonies de la vidange biliaire, et donc une mauvaise digestion des graisses. Et donc en fait tout ça, ça se cumule au niveau de l'hypothyroïdie, donc tu digères moins bien, tu absorbes moins bien, parce que tu produis moins d'acide gastrique, donc tu digères moins bien les protéines. Et ensuite, tu digères moins bien tout ce qui est graisse, parce que la bile, c'est ce qui sert à émulsifier et absorber les graisses. Et donc, du coup, in fine, tu as une hypothyroïdie, tu as des problèmes digestifs, et après, tu vas avoir un microbiote qui va être, on va dire, en moins bonne santé, parce que ta digestion en amont, elle n'aura pas été bonne. Donc, les bactéries, elles vont se retrouver face à des aliments qui sont non digérés, donc elles vont fermenter dans tous les sens. Donc ça va te créer des ballonnements de ouf. Et t'es pas bien, et donc tu t'es ballonné, donc tu te sens moins bien, tu fais moins de sport. Et donc tout ça, en fait, c'est vraiment un effet boule de neige qui peut... il y a un effet cumulé, tu rentres dans un cercle vicieux presque, exactement. Et après c'est difficile. Exactement. Ah ouais. Et donc c'est chiant en fait. Bon après, là c'est des scénarios pas catastrophes, oui. Mais c'est des scénarios mais qui se voient fréquemment quand même. Mais dans ce cas-là, trouble hormonal égale trouble digestif, pour la thyroïde en tout cas. Pour la thyroïde. Ah oui, 90% du temps. 90% du temps. Mais pareil, trouble hormonal, trop d'œstrogène chez la femme. Donc l'œstrogène, c'est une hormone sexuelle féminine. Et l'œstrogène, c'est hyper chiant d'un point de vue digestif. Parce que ça augmente la sensibilité viscérale. Il y a plein de raisons. Parce que... Et la sensibilité viscérale, qu'est-ce que c'est ? C'est la douleur abdominale. En fait, on va avoir la même distension abdominale après avoir mangé un repas. Une femme et un homme, tu les mets pareil, ils ont la même distension abdominale, sauf que la femme, elle va beaucoup plus sentir les douleurs liées à la distension abdominale, qui est normale. À cause des fluctuations d'œstrogène. À cause des fluctuations d'œstrogène. Et c'est pour ça que les femmes, elles ont beaucoup plus de douleurs en phase lutéale, avant leurs règles, ou alors qu'elles ont beaucoup plus de douleurs au moment de l'ovulation et beaucoup plus de troubles digestifs. Et au contraire, une femme qui est enceinte, généralement, qui peut avoir un intestin irritable, elle va avoir une disparition totale de ses symptômes. Totale. Parce que y a un axe qui s'appelle l'axe HPA en anglais, HHS en français, hypophyse, hypothalamus surrénal,
qui est l'axe de la réponse au stress. Et en fait, les oestrogènes viennent jouer sur cette réponse-là. Et avec la grossesse, ça disparaît totalement. Il y a beaucoup moins de symptômes. Donc, c'est hyper technique, hyper intéressant. Est-ce qu'on retrouve automatiquement beaucoup moins chez les hommes, voire même pas du tout, parce qu'on a des fluctuations hormonales qui sont bien moins importantes. Et même plus encore, la testostérone, elle a plutôt tendance à être un anti-inflammatoire au niveau digestif. Elle va inhiber l'activité des mastocytes, donc les mastocytes dont on a parlé tout à l'heure pour l'inflammation intestinale notamment. Il n'y a pas qu'une question d'inflammation intestinale, mais notamment. Et donc du coup, on est beaucoup mieux loti de ce côté-là. On a beaucoup moins d'hypothyroïdie. Alors, est-ce que c'est une question physiologique ou est-ce que c'est une question d'hygiène de vie? Parce que les hommes ont plus tendance aussi à manger ce qu'il faut pour la thyroïde, tout ce qui est protéines, généralement animales. Et donc du coup, on va avoir le zinc, l'iode, bref, tous les micronutriments qui sont essentiels à la thyroïde. Je pense qu'il y a de ça. Et puis, il y a probablement aussi des différences physiologiques. Ouais, parce que les oestrogènes inhibent aussi le fonctionnement de la thyroïde un petit peu. Intéressant, hein. Donc voilà, ouais, mais complexe. Et c'est donc pour ça que beaucoup de tes patients sont en fait des patientes. Oui, mais je pense aussi parce que, je ne l'ai pas dit, mais je suis naturopathe. Et donc du coup, de ce point de vue, je pense que la naturopathie, elle plaît plus aux femmes pour l'instant qu'aux hommes. Parce que j'imagine que tu as déjà entendu un petit peu les médias sur la naturopathie, c'est un petit peu décrié et tout. Ce que je peux comprendre, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs types de naturopathie. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui est quand même bien fondé sur la science. Sur la science. Et pas sur un courant qui est très hygiéniste, un petit peu, qui peut paraître un petit peu chelou, on va dire, pour le commun des mortels, mais qui a quand même, je pense, quelque chose à apporter. Mais oui, du coup, je pense que les femmes sont plus sensibles à la naturo, plus sensibles de toute façon au niveau digestif, et donc du coup, la rencontre de ces deux facteurs fait que j'ai 80% de femmes qui viennent me consulter et 20% d'hommes. Mais ça change un peu quand même. Ouais. C'était 90-10, là on est à 80-20. Le ratio il commence à bouger un tout petit peu. À bouger. Ah, ok. Je connaissais pas toutes ces différences. Ouais. Et j'espère que ceux qui regarderont ce podcast ou ceux qui l'écouteront. Je vais me faire assassiner. Pourquoi tu te feras assassiner? Tu plaisantes ou quoi? Je rigole. C'est cool d'avoir toutes ces infos-là. Est-ce qu'on pourrait avoir de manière très pragmatique, des aliments qui du coup vont pouvoir nous permettre d'améliorer notre santé digestive? Oui, mais ça dépend. Ça dépend de pas mal de facteurs. En fait, si tu veux, il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait une réalité qu'on puisse généraliser. Alors, il n'y a pas d'aliment miracle que tout le monde pourrait consommer pour améliorer de manière drastique sa digestion. Alors oui et non. Les fibres. Les fibres, c'est indispensable. Et quand on parle de fibres, on parle de fibres prébiotiques. Donc les fibres solubles qu'on a dans l'ail, dans l'oignon, dans les lentilles, mais globalement, en fait, qu'on a dans tout ce que les gens ne digèrent pas. Et c'est ça le paradoxe. Alors attends, tu peux répéter? En gros, les fibres prébiotiques, elles sont dans les choses que les gens ne digèrent pas? Oui, alors que c'est bon pour ta digestion. Donc en fait, c'est bon pour ta digestion. Mais tu les digères pas. Mais tu les digères pas. Et ça te crée des problèmes digestifs. Ah ouais. Parce que tu fermentes à l'excès et que tu crées des gaz, des ballonnements qui te causent des douleurs, etc. Et c'est la fermentation à l'excès qui est problématique ou la fermentation tout court? La fermentation, c'est excellent pour la santé. C'est ce qui te permet de produire les acides gras à chaîne courte, butyrate, acétate, propionate dont on a parlé. Donc c'est fondamental. Donc on veut de la fermentation, on n'en veut pas trop. Mais on n'en veut pas trop. Parce que si on en a trop, généralement, en fait, les bactéries vont se dévier un peu de cette voie de production de métabolites qui sont bons pour la santé, donc des acides gras à chaîne courte, et on va aller vers une production de gaz, hydrogène, méthane, hydrogène sulfuré, qui vont te causer des symptômes. Et tu vois, tout n'est pas, par exemple, sur la motricité digestive, tout n'est pas qu'une question de thyroïde ou de muscles qui font progresser les bols alimentaires. La production des gaz va pouvoir créer des diarrhées ou créer de la constipation. Ah ouais. Ouais. Parce qu'en fait, les gaz, ils ont des effets physiologiques au niveau de ton intestin. Et par exemple, le méthane, c'est ce qui va être responsable de constipation. L'hydrogène, plutôt de diarrhée, via un effet osmotique, donc avec l'eau. En gros, ça va dégager de l'eau qui va venir dans ton intestin. Et du coup, l'eau avec les sels, ça fait de la diarrhée. Ouais. Et c'est pas une question de ça va trop vite et si j'ai une digestion trop rapide. Ça, c'est très rare, ce type de diarrhée. Donc voilà. Et quels sont ces aliments alors qui améliorent la digestion mais qui ne peuvent pas être qui peuvent ne pas être digérés? Oui, par les gens qui ont des problèmes digestifs. C'est l'ail, l'oignon. En fait, c'est tout ce qu'on appelle la catégorie des FODMAPs. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Ouais. Donc, tu as le lactose,
Tu as en gros tout ce qui est fructose, donc pas mal de fruits, notamment par exemple ou le miel qui contient du fructose. Et en fait, certaines personnes vont tolérer certains FODMAPs et d'autres non. Donc Et c'est pour ça que certaines personnes décident de totalement les enlever. oui, mais il ne faut pas les enlever totalement Ok. pendant une Ah longue ouais. période. Parce que si tu les enlèves totalement pendant une longue période, tu es à peu près sûr que ton microbiote va devenir pas top. Hmm. Voilà, pour rester, pour rester poli, il va devenir voilà, Ouais. pas ouf quoi. C'est un casse-tête, ça, alors. Ben oui, Un c'est un petit peu. casse-tête. Mais en fait, du coup, C'est un le casse-tête truc- pour toi, hein, surtout, parce que Pour moi, quand ouais. tu reçois des Mais personnes... tu vois, même là, je suis en train de regarder au plafond. Non, en fait, du coup, ce qu'on demande aux gens, et c'est généralement ça, en fait, c'est que l'alimentation, elle va permettre de calmer les symptômes. Mais elle va pas permettre de. Et donc, le retrait des FODMAPs, par exemple, va permettre de calmer les symptômes. Mais tu fais un retrait sur 4 semaines, Hmm. sur 6 semaines, pas plus. Et après, tu réintroduis pour identifier vraiment les aliments qui posent problème. Et tu introduis petit à petit, j'imagine. Et tu réintroduis petit Pas à petit. tout en même temps, Non, autrement pas tout en même tu n'arrives temps. pas à De manière identifier. très isolée, chaque aliment pour savoir quel aliment pose problème, lesquels ne posent pas problème. Et après, tu peux remanger certains FODMAPs que tu tolères, qui vont avoir cet effet prébiotique, sans te causer les ballonnements que tu avais avant. Donc ça, c'est au niveau de l'alimentation. Mais parallèlement à ça, il faut travailler sur les causes qui ont fait que tu digères plus les FODMAPs. Mhm. Et donc, c'est prébiotique. Et ça, généralement, c'est le système nerveux. Parce qu'en fait, le système nerveux, il est à proximité les fibres nerveuses, donc les neurones dont on parlait, hein, elles sont à proximité des bactéries qui fermentent. Et en fait, ça les excite. Quand il y a une fermentation trop importante, ça les excite. Et du coup, ça augmente encore plus la fermentation. Et ça augmente les douleurs et les effets, les symptômes, etc. Ah ouais. Donc en fait, il faut pouvoir travailler sur la cause profonde, parallèlement à travailler sur la diminution des symptômes. Et donc c'est un peu compliqué. C'est un vrai boulot d'enquêteur, hein, pour arriver à déterminer Ouais, c'est dur. ce qui va, ce qui ne va pas. C'est dur. Et surtout, ça prend, j'imagine, un petit peu de temps, hein, parce que s'il faut réintroduire certaines choses petit à petit et indépendamment des autres, Ouais. du coup, il ne faut pas se précipiter, sinon tu casses tout. Ah oui, faut pas se précipiter, ça sert à rien. De toute façon, quand tu as des troubles digestifs et que tu fais les choses à peu près bien, que tu dors bien, que tu fais du sport, que tu manges relativement bien, c'est qu'il y a autre chose qui est impliqué. Système nerveux, hormones, immunité. Et donc, déjà, il faut pouvoir trouver. Donc ça, déjà, moi, ça me prend du temps. Et puis ensuite, après, une fois qu'on a trouvé, ça se règle pas en 2 semaines. Ouais. C'est pas, ouais, je change 3 aliments, c'est bon. Après, il y a quand même des aliments qui ont des vertus digestives. Tu vois, c'est ce que tu me demandais tout à l'heure. Tu as, par exemple, le kiwi, pour la constipation, c'est bien pour la majorité des Français. Enfin, pour la majorité des gens. Parce que dans le kiwi, tu as t'as une enzyme qui s'appelle l'actinidine, qui va augmenter la motricité digestive. Qui n'est que dans le kiwi. Ouais. Ok. Ou alors, tu as des fruits qui vont t'aider à digérer les protéines. Par exemple, l'ananas, qui contient de la bromélaïne, ou la papaye, qui contient de la papaïne. Mais J'allais dire la figue. J'avais entendu que la la figue. figue, j'ai pas le... Non, t'as pas l'info. Ah, j'ai pas la ref. Eh ben, J'ai pas la ref sur la figue, mais peut-être. on va manger de l'ananas alors. Mais voilà, mais l'ananas, il y a des gens qui le tolèrent pas, tu vois, Ouais, parce ouais. qu'il y a de l'histamine dedans. Et donc, ça peut poser problème. Donc Vraiment, c'est dur. on en revient quand même à dire qu'il n'y a pas de diète miracle, il n'y a pas d'aliment miracle. C'est vraiment au cas par cas et ça nécessite aussi pas mal d'expérimentation et d'analyse de ce que ça peut provoquer ou pas. Oui, exactement. Il y a beaucoup de... je fais des tests sur moi-même, je prends un carnet, j'isole les aliments. Est-ce que cet aliment me pose souci? Oui, non. Je l'isole pour savoir s'il me pose souci. C'est pour savoir si des pâtes te posent un problème, tu vas pas mettre du fromage et du beurre avec. Tu manges que des pâtes. Et tu manges des pâtes à l'eau. Ah ouais. Voilà. Bah oui, mais en fait, il faut faire ça. C'est logique, mais faut oui, faire bien ça. sûr, c'est Et logique. même, après, tu vois, tu vas te dire, ah bon, les pâtes me posent problème, donc c'est le gluten. Mais pas forcément. Dans le blé, il y a des FODMAPs, il y a des lectines. Et donc tout ça, ça peut te poser problème. Et ça se trouve, c'est le fromage et pas les pâtes. Alors, si tu manges que des pâtes, mais même si tu manges que des pâtes, tu Ah vas te oui. dire, ouais, c'est le gluten. Hmm. Mais le gluten, il pose très rarement problème dans les troubles digestifs. Ah C'est ouais. juste que c'est marketing. Alors que c'est un petit peu le Mais c'est le juste bouc émissaire de tous les problèmes digestifs. de beaucoup de problèmes digestifs. Alors, effectivement, ça peut poser un petit peu problème sur certains points au niveau notamment de ce qu'on appelle la perméabilité intestinale. Mhm. Donc, notre intestin, en gros, il est attaché via des cellules qui s'appellent les entérocytes. Et en gros, tu as des protéines qui peuvent écarter ces jonctions serrées et qui peuvent poser des problèmes. Après, d'un point de vue de l'absorption, d'un point de vue de l'immunité, etc. Et donc ça, le gluten augmente l'une de ces protéines, qui s'appelle la zonuline, et donc du coup, ça écarte un petit peu
notre paroi intestinale et c'est pas top. Et ça laisserait passer des choses qui ne devraient pas passer. Un peu, Exactement, c'est ça. des éléments toxiques. Mm. Maintenant, le gluten, sinon, on en fait effectivement le responsable de tout, alors que globalement, il est responsable de pas énormément de choses, parce que dans le blé, il y a des glucides qui, de toute façon, vont augmenter la production d'hydrogène, et donc qui peuvent faire fermenter. Et le problème, c'est que quand tu as une bonne répartition des macronutriments, normalement, tu ne ballonnes pas trop, parce que les gens, ils mangent des plats comme ça de pâtes, et à côté, il n'y a pas de poulet, il n'y a pas de fibres. Donc en fait, ils en mangent trop. Un. Deux, il n'y a pas que des gluten, il y a aussi des FODMAPs dans le blé. Il y a des lectines qui peuvent te poser problème, de manière moins fréquente, mais voilà. Ça peut arriver. Donc du coup, en fait, si on simplifie les choses à l'excès, tes problèmes digestifs, ils viennent de ta bouffe, de ton stress et du gluten. Mais c'est pas du tout ça, en fait. La réalité, elle est complètement, complètement ailleurs, selon moi, encore une fois. Hein. Je dis pas que j'ai réponse à tout, mais ça vient de tes systèmes, d'effectivement système nerveux, immunitaire, hormonaux, et puis de plein d'autres choses, dont l'alimentation. Mais il ne faut pas accuser les mauvais composés alimentaires. Et le gluten, chez certaines personnes, oui, mais... Pardon. C'est pas automatique. Chez plein de personnes, non. Et moi, c'est ce que je fais, je leur donne du gluten pur, parfois à des consultants que j'ai. Et donc du gluten pur en poudre. Sans pitié. Sans pitié, mais sans pitié. Mais et au moins, tu peux identifier directement si jamais c'est lui le coupable ou pas. Je leur fais une diète sans FODMAPs et je leur dis prenez du gluten pur, une cuillère dans de l'eau, ou voilà, et vous me dites si vous avez des troubles digestifs. Et souvent, ils n'en ont pas. Donc, c'est pas le gluten qui pose problème. C'est d'autres composés dans le blé. Alors, question un petit peu à part. Est-ce que tu trouves que actuellement notre approche de la bonne digestion, elle n'est pas assez patiente, dans le sens où on va essayer de trouver la diète miracle, les aliments miracles pour améliorer la digestion, mais on n'a pas la patience de faire ce que tu as dit de faire, tout simplement, essayer d'identifier l'aliment qui pourrait poser problème, l'isoler et le consommer en tant que tel pour voir si ça provoque des ballonnements, etc. etc. Ouais, je vois. Je pense que déjà, avant la question de la patience, entre guillemets, c'est la question de la connaissance. Les gens ne savent pas. Ouais. L'information, ils ne l'ont pas. Donc, s'ils ne l'ont pas, ils ne peuvent pas se dire je vais travailler mon système hormonal ou mon système nerveux pour ma sphère digestive, parce qu'on leur vend à longueur de journée, c'est le gluten le problème, faut que tu prennes ça, et voilà, c'est tout. Donc il y a ça déjà, il y a la question de l'information. Après, je pense que les gens n'ont pas trop envie de se casser la tête. Ouais. En vrai, voilà, on est dans la dopamine generation, on est dans TikTok, quoi. On part du principe que là on discute, on a envie de se casser la tête. Oui, voilà, exactement. Qu'on est patient et que au final, de toute façon, on n'a pas envie de se casser la tête, mais en se cassant la tête, on gagne beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de bien-être de vie à faire les changements qu'on a besoin de faire, tu vois, de manière isolée, de manière progressive, etc. Ah c'est sûr. Donc au final, on y gagne toujours. Ah c'est sûr, c'est clair et net. Et est-ce que toi, tu le vois dans ton contenu que tu partages sur les réseaux sociaux, que les gens cherchent une solution immédiate et te sollicitent pour vraiment avoir la solution miracle? Oui. Moi, je reçois des messages. Salut Victor, j'ai un intestin irritable, je fais quoi? Mec, déjà, l'intestin irritable, ça veut rien dire. C'est pas un diagnostic, c'est c'est un syndrome. Syndrome de l'intestin irritable. Un syndrome, c'est un ensemble de symptômes. Donc en fait, c'est juste une exclusion de diagnostics graves, type maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, des cancers. Voilà, mais ça veut rien dire de plus, intestin irritable. Et en fait, c'est plein de pathologies, l'intestin irritable. Ça peut être une intolérance au lactose, que tu n'as pas identifié parce que tu fais vraiment pas gaffe. Ça peut être des problèmes au niveau de l'estomac. Ça peut être des proliférations bactériennes au niveau de l'intestin. Ça s'appelle un SIBO. Peut-être qu'on n'aura pas le temps d'en parler ou c'est peut-être un peu trop technique, mais c'est 60% des intestins irritables, ce sont des SIBO. Donc voilà, il y a plein de pathologies qui existent, qui sont des pathologies fonctionnelles. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de lésion au niveau des organes digestifs, mais ça ne fonctionne pas bien quand même. Et les gens, c'est sûr qu'ils cherchent je fais quoi? Je sais même pas quoi répondre en fait. C'est impossible. Parce que là, tu vois, dans l'heure et demie où on va parler, et je vais te donner 10%, 5% de ce que je peux te dire, tu vois. Et peut-être même moins. Et du coup, il y a toujours... voilà, sur Instagram, si on me pose la question 10 fois par jour, je sais même pas quoi leur dire. Je leur dis, regardez mon compte, prenez une consultation... voilà, je peux pas aller bien au-delà. De toute façon, c'est aussi ça l'objectif, c'est de pouvoir commencer à
parler de tout ça, à améliorer l'information pour les personnes qui écouteraient ou qui regarderaient le podcast, ou même qui consultent ton contenu sur les réseaux sociaux, pour générer un petit peu d'intérêt qui pourrait leur permettre d'aller un petit peu plus loin et éventuellement trouver des solutions à leurs soucis. Ah bah c'est clair. Et c'est clair qu'avec C'est 10%, clair. on va pas bien loin. Non, c'est clair. Tu vois, je fais un peu un parallèle avec mes vidéos de muscu. C'est pas avec une vidéo de muscu que tu vas prendre 10 kilos de muscle. Ben oui, bien sûr. Et Et encore, et les encore. vidéos, elles sont sur YouTube. Donc, tu as le temps de pouvoir parler. C'est Moi, vrai. j'ai 30 secondes. Ah ouais, non, J'ai c'est 30 secondes et en plus, je dois attirer l'attention. Donc, je dis des trucs qui, parfois, la première phrase, tu vois, ça peut faire un peu putaclic, mais c'est Bah, normal. c'est un hook, hein, Voilà, on est obligé. Ouais. On est obligé d'attirer le regard, d'attirer l'oreille. Et donc, du coup, mon contenu, je pense qu'il est bien. Le mec, mon contenu, il est parfait, en fait. Il est très bien ton contenu. Il est super, mon Si contenu. t'es là, c'est qu'il est bien ton contenu. T'inquiète. Hein. Mais voilà, mais je peux pas donner énormément de choses. Et en fait, Ouais. je pense que la meilleure personne qui peut s'occuper de sa santé, c'est soi-même. Et en fait, personne ne trouvera pour vous. On peut effectivement croiser des aiguilleurs qui vont dire ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Mais quand vous avez un intestin irritable, qu'un médecin vous a dit bah, je sais pas, arrêtez de stresser, machin, il y a des médecins qui sont très bien. Je suis pas en train de dire que tous les médecins sont à mettre dans le même panier, mais il y a beaucoup de médecins qui sont, on va dire, impuissants face à ça. Et moi aussi, hein, parfois je suis impuissant hein, face à certaines personnes qui ont des problèmes digestifs. Je suis là, bon bah, Ouais. là, je sais pas. Mais voilà, du coup, c'est sûr que ça peut être plus un déclencheur, on va dire, que la solution, que la solution. toute faite, prête Et oui, à il n'y a être, pas de solution. prête à être utilisée. Ce serait bien. Hein. Alors, est-ce que c'est une réalité, l'alimentation anti-inflammatoire ou les aliments anti-inflammatoires? Est-ce que ça aussi, c'est marketing ou on pourrait considérer quand même que des aliments sont anti-inflammatoires et vont nous permettre d'être en meilleure santé? Générale, hein, je parle, Ouais. pas juste digestive. Bah, ça dépend pour qui, en fait. Pour la majorité de la population, quand tu n'as pas de problème, on peut dire qu'il y a une alimentation globalement, pas qui serait anti-inflammatoire, mais en tout cas, il y a des aliments qui sont inflammatoires. L'alcool, personne ne va te dire que c'est bon pour la santé. Les graisses saturées, les excès de graisses saturées, donc excès de graisse dans les viandes, dans les produits laitiers, tout ça, c'est plutôt inflammatoire. D'accord ? Les fritures, inflammatoires. Les produits ultra transformés, généralement, inflammatoires. Ouais, personne ne remettra ça en question. Voilà. Sûr. Ça, c'est clair et net. Donc déjà, ne pas manger ça, c'est déjà avoir une alimentation anti-inflammatoire, tu vois. Tout ce qui est régime méditerranéen avec de l'huile d'olive, beaucoup de légumes, des féculents, pâtes compris, pain compris, hein, donc gluten compris, qui pour moi n'est pas inflammatoire. Quelques produits laitiers, et des protéines avec des poissons gras, des poissons blancs, de la volaille. Ça, c'est déjà un On peu est dans l'anti-inflammatoire. Ouais. On est dans l'anti-inflammatoire et il n'y a pas besoin de chercher beaucoup plus loin pour la majorité des gens. Maintenant, tu es une personne. J'avais fait un contenu Instagram là-dessus, justement, à Réel, où j'avais montré une ratatouille aux gens. Et donc, une ratatouille, il y a quoi dedans ? Il y a, bon, je ne suis pas spécialisé dans la ratatouille, mais il y a des tomates, aubergines, courgettes, oignons, Ouais. sauce tomate, huile d'olive, en gros. Et peut-être des herbes, des trucs comme ça. Okay ? Donc, personne ne peut raisonnablement dire que c'est inflammatoire. C'est plutôt anti-inflammatoire. Il y a des gens qui ne vont pas du tout la tolérer. Pourquoi ? Parce que dans l'ail, dans l'oignon qu'il va y avoir, il y a des FODMAPs. Parce que dans l'aubergine et la tomate, il va y avoir de l'histamine, qui est un composé inflammatoire, que les gens, parfois, n'arrivent pas à digérer. Et donc, en fait, Ah ouais. une ratatouille peut être inflammatoire pour certaines personnes. Parce que ça va apporter des composés inflammatoires qu'on est censé digérer, notamment l'histamine via une enzyme qui s'appelle la diaminoxydase, qui se trouve à la surface de notre intestin. Maintenant, quand on a une baisse de la production de cette enzyme, par exemple l'hyperœstrogénie, trop d'œstrogène, ça inhibe la DAO, le fonctionnement de la DAO. Certaines carences inhibent le fonctionnement de la DAO. Quant à la surface intestinale qui est abîmée, dont on a, comme on a parlé tout à l'heure, avec une perméabilité intestinale, généralement, ta DAO va être moins bien produite, puisque c'est produit au niveau de la surface intestinale. Et donc, du coup, cette ratatouille qui est anti-inflammatoire pour 95% des gens, pour 5% des gens, ça va poser problème. Ah ouais. Et donc, moi, ça me paraît en fait hyper simpliste. Je sais que c'est moins vendeur, parce qu'en fait, les gens doivent s'intéresser au truc, mais l'alimentation anti-inflammatoire, on parle beaucoup de certains régimes, notamment dans la naturo, régime type sénialais, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce régime. Voilà, des régimes qui sont en gros avec des cuissons douces,
Comment t'as appelé ça? Seignalais. Seignalais. Ouais, Ok. c'est un docteur qui s'appelle Jean Seignalais. D'accord. Et en gros, c'est pas de produits laitiers, Mhm. pas de céréales à gluten et des cuissons douces. Ok. Et pas de Céréales à produits gluten, il n'y a pas que le blé, il y a d'autres céréales qui ont. transformés. Ah ouais, il y en a plein d'autres. Ah ouais. Il y a, bah oui, il y a l'orge, il y a Ok. le millet, il y a l'épeautre qui contient du gluten. Voilà. Ok. Enfin, il y en a plein, quoi. Ouais. Mais il y a le seigle. Euh, mais donc, globalement, voilà, pas de céréales à gluten, cuisson douce et pas de produits laitiers. Mais en fait, en faisant ça, de toute façon, tu vas manger plus de légumes et pas de produits transformés. Tu vas manger plus de légumes, tu vas manger généralement de manière plus diversifiée, donc ça va aussi enrichir ton microbiote, parce que plus tu as une palette alimentaire large, plus tu es apte à tout digérer. Bon, tu vois, moi je parle toujours de la digestion, hein, mais d'un point de vue inflammatoire, de manière générale, c'est quand même intéressant d'avoir ce régime-là, parce que tu vas mieux manger. Hmm. Mais est-ce que c'est nécessairement lié à l'absence de gluten? Pas Je suis forcément. pas sûr. Et puis ça concerne pas tout le monde. Il y a des gens effectivement qui ont des problèmes avec le gluten, mais finalement il faut pouvoir l'identifier. Donc l'alimentation anti-inflammatoire à échelle générale, non, ça n'existe pas, sauf si vraiment on n'a pas de problème. Et là donc c'est régime méditerranéen. Et sinon à l'échelle, on va dire très individuelle, ça existe, mais ça peut être des régimes sans FODMAPs pendant un temps, des régimes sans histamine pendant un temps, des régimes sans, je veux dire n'importe quoi, sans sulfite, tu vois. Mais c'est tellement individualisé que c'est impossible de dresser un plan Impossible. diététique Impossible. pour ce genre d'objectif. Impossible. Ouais. Impossible, ça dépend de tes problèmes et ça dépend des causes qui expliquent ce problème. Parce qu'en fait, les symptômes, c'est généralement très peu spécifique. On a juste mal au bide, on a des maux de tête, on a machin, on a des trucs, mais la cause, elle peut être différente. Et donc, c'est ça qui fait que l'alimentation, comme tout le reste, ça doit être individuel. Maintenant, il y a toutes les constantes qu'on connaît. Il faut manger des protéines, Oui. il faut manger des fibres, voilà. Il faut boire de l'eau, il faut dormir. Mais au-delà de ça, la réponse, elle est hyper individuelle. Est-ce que ça vaut le coup alors de s'obséder avec l'alimentation inflammatoire? Autant se concentrer sur une alimentation cohérente, variée, un minimum transformé. Et on a déjà fait 90% du taf en fait. Ah bah oui. On dort bien, on fait du sport, on mange régime méditerranéen, on est bon. Il n'y a pas de, il y a pas de secret en fait, il n'y a pas de Il n'y a truc. pas de miracle et pas de Mais oui, il n'y secret. a pas une espèce de confrérie de francs-maçons ou derrière une porte. D'Illuminati qui Mais oui, ou derrière une porte, ils sont là à se dire oui, nous on a le secret, on a le miracle, on sait qu'il faut manger cet aliment avec cet aliment, mais pas celui-ci. Non, juste tu manges pas McDo, tu fais du sport. Pourtant, c'est ce que certains prétendent. J'accuse personne parce que j'ai vraiment personne en tête. Hein. Ouais. Mais parfois, tu tombes sur du contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même sur des sites internet, etc., où on a vraiment l'impression que certains aliments, c'est la fontaine de jouvence et qui vont soigner tous les maux digestifs que tu peux avoir. Oui, c'est une approche, mais c'est une approche qui n'est pas hyper scientifique et c'est une approche qui est très vendeuse. Après, les gens qui font ça, je ne suis pas en train de dire que ce sont des escrocs, je pense qu'ils y croient vraiment. Non, bien sûr, moi non plus. Mais c'est pas mon. Moi, c'est pas ma C'est pas notion ton des choses. approche, Mais non, ouais. enfin, la notion, elle est dans l'équilibre. Mm. Après, il y a des gens qui se sentent beaucoup mieux en faisant des régimes très stricts. Tu vois, des personnes qui se mettent un régime carnivore ou un régime cru et qui se sentent beaucoup mieux. Je dis pas que ça n'existe pas et que c'est pas possible. Je dis pas même qu'il n'y a pas de raison physiologique qui explique ça. Simplement, un, je les connais pas. Et deux, parfois, c'est juste que on retire des aliments qui nous posaient vraiment problème à l'échelle individuelle. Quand on dit un carnivore et qu'on tolère pas une fibre, oui, on se sent beaucoup mieux, nécessairement. Ouais. On se sent beaucoup mieux parce que on mange des protéines, la glycémie, elle varie, mais elle varie pas trop. On mange généralement très gras. Et donc, du coup, voilà, on va avoir moins de problèmes digestifs. Quand on mange cru aussi, c'est parce qu'on mange généralement que des aliments qui sont justement très riches en fibres. Ça peut aider certaines personnes. Mais ça peut défoncer le bide d'autres Ouais. personnes. Et puis, il y a peut-être aussi, comme tu dis, une dimension psychologique où certains sont rassurés par le fait de suivre une diète stricte et que ça pourrait peut-être jouer sur Un effet placebo? un effet placebo, leur bien-être digestif ou je ne sais pas. Ça, je sais pas. Je sais pas à quel point l'effet Ouais. placebo existe. Pour certains trucs, c'est sûr. Mais je pense que c'est des gens qui n'ont pas une hygiène de vie qui est exceptionnelle, tu vois, l'effet placebo. Si, en fait, tu as déjà essayé 50 000 trucs et tout, et qu'il n'y a rien qui marche, et qu'à un moment donné, ça marche, bon, alors soit tu y crois beaucoup plus que ce que tu as déjà tenté, soit, je sais pas, c'est... Non, je pense que... Bon, je pense que ça existe forcément, ça existe, l'effet placebo, mais ça dépend des personnes, voilà. Je pense. Ça en fait des infos là.
Un peu, ouais. Ouais. Peut-être beaucoup trop. Non, pas beaucoup trop, pas Non du tout. C'est ce qu'on veut. Ah ouais? On veut Ouais, mais plein d'infos. là, ouais, je veux pas noyer les gens non plus. Non, Hein. mais tu sais, c'est bien le format podcast parce que la plupart du temps, les gens écoutent vraiment, Ouais, sont attentifs. ouais, Et comme c'est un format long, on a tendance à ne pas faire 12 choses en même temps. ouais. Donc non, c'est cool de rentrer dans les Mais détails. je vais devoir me créer un compte YouTube pour répondre aux commentaires. Là. Il faut. Mais c'est toujours bien de répondre, de parler dans les détails. Et là, c'est cool, tu nous donnes des infos qui sont vachement Qu'on intéressantes. n'entend pas beaucoup, On finalement. n'entend pas beaucoup, Non. absolument. C'est pas de la protéine. On est dans un domaine qui est encore assez neuf. On n'est pas sur les macros, sur les protéines, les machins, ou même sur ce que font beaucoup de coachs. Et puis surtout dans le domaine de la muscu, on n'a pas. Je pense que ça intéresse de plus en plus les gens qui te regardent, les gens qui te suivent. Mais c'est vrai que ils ont beaucoup plus tendance à écouter ce que tu leur dis sur les exécutions, sur tout ça en fait, sur la musculation plus que sur la santé et notamment la santé digestive. Mais je pense vraiment que l'approche a changé déjà il y a quelques années et va continuer à changer dans le bon sens d'ailleurs, et tendre vers une approche plus globale de la santé, tu vois. Ne pas faire de la muscu juste pour l'esthétique, mais d'ajouter de la course à pied pour le cardio. Et même principe pour la diète, ne pas juste se fier aux calories, aux macronutriments, mais d'essayer d'aller chercher un tout petit peu plus loin et d'aller s'informer tout simplement. S'informer pour faire de meilleurs choix. Ouais, non, c'est sûr. Ça, c'est mais vraiment maintenant, il ne très faut cool. pas non plus rentrer dans des... Comme on l'a dit, c'est-à-dire que soit en ça, fait, c'est t'en le fais ton risque. métier, soit t'en fais ton métier, tu vois, et donc du coup, tu sais ce qu'il faut faire, entre guillemets, soit si t'es en bonne santé, mais te prends pas trop la tête, quoi. Tu fais les choses bien, et parce que sinon, on rentre dans une orthorexie, ça rend dingue les gens, en fait. Je pense qu'ils vont devenir fous, quoi. Alors que, en plus, ceux qui se rendent fous, c'est ceux qui font gaffe. Et ceux qui font pas gaffe, eux, ils s'en foutent. Ils vivent bien. Ils vivent bien, ils sont tranquilles, tu vois. Mais, Alors, est-ce que ce phénomène-là, ouais. ça touche plus les femmes que les hommes? Alors, je vais essayer de le formuler de la meilleure manière possible. D'essayer de trouver la méthode qui fonctionne le mieux alors qu'elles ont déjà un mode de vie qui est très bon, correct, et qui n'a pas besoin d'être optimisé à 100%. Est-ce que ça vise... Est-ce que ça touche plus les femmes? Est-ce que tu as l'impression que les femmes ont tendance à vouloir optimiser le plus possible la digestion plutôt que les hommes? Et que les hommes vont pouvoir se satisfaire de je mange assez bien, c'est OK. Est-ce que les femmes se prennent plus la tête, en fait? Voilà, un petit peu. Je voulais pas le dire comme ça, mais c'est un peu ça. Ça résume ce que je voulais dire. Mais je pense que... Sans aucun jugement, bien sûr. De la même façon qu'un homme pourrait se prendre la tête pour 10 grammes de muscles de plus à la salle de sport. Oui, voilà. Voilà, ça dépend des objectifs. Et je pense qu'en fait, elles peuvent se prendre plus la tête parce qu'elles ont plus de troubles digestifs, tout simplement. Et qu'en fait, un homme, s'il avait des problèmes digestifs, il ferait pareil, tu vois. Mais voilà, je pense pas que les hommes ou les femmes... Enfin, qu'il n'y a pas une différence sur des gens qui se prennent plus la tête sur trouver l'ingrédient miracle ou des choses comme ça. Non, je pense que ça, vraiment, c'est en fait juste des gens qui ne s'y connaissent pas beaucoup, tu vois. Et plus on s'y connaît, moins on cherche le miracle, et plus on cherche des choses qui vont améliorer tout simplement notre santé globale ou digestive, sans chercher l'ingrédient miracle. Mais je pense pas qu'il y ait de considération de sexe là-dessus. Je pense juste que les femmes cherchent plus, entre guillemets, parce qu'elles ont moins de solutions et surtout plus d'ennuis avec leurs hormones. Mais un homme, à partir du moment où il améliore son alimentation, qui dort et qui stresse pas trop, généralement, il n'a pas trop de problèmes digestifs. Ouais. Donc, c'est plus simple. Est-ce que ça veut dire que l'approche, du coup, est différente pour un homme et pour une femme à cause, justement, de ces problèmes digestifs qui sont un peu plus courants et plus intenses chez la femme? Oui. Oui, moi, j'aime bien avoir des hommes en consultation, c'est simple. C'est simple, tu vois, ils me disent, ouais, je mange ça. Bah ouais, tu manges que de la merde. Donc, forcément, moi, c'est facile. J'ai pas à me creuser la tête. Ouais. Enfin, moins, généralement. Après, il y a plein d'hommes qui mangent bien et tout, et faut aller chercher du côté. Alors, ce sera généralement pas du côté hormonal, mais du côté immunitaire, effectivement, du côté du système nerveux aussi. Oui, bien sûr, on fait pas une vérité absolue et on ne dit pas qu'aucun homme n'a pas de problème et que toutes les femmes ont des problèmes digestifs. Bien sûr, mais globalement, dans les consultations que j'ai, il y a 70% des femmes qui mangent vraiment bien. Et 70% des hommes qui mangent pas bien. Donc, si jamais t'es un homme, tu manges bien, mais que t'as des problèmes digestifs, là, je vais devoir me creuser la tête. Et je vais pas juste te dire arrête les Kinder Bueno, parce que t'en manges pas. Mais voilà. Ouais, je comprends. Et du coup,
le fait d'avoir une majorité de femmes, Ouais. c'est dû justement aux fluctuations hormonales ou pas nécessairement et pas totalement? Tu Est-ce peux que- préciser Ouais, ta bien question, sûr. s'il te plaît? Est-ce que le fait d'avoir plus de femmes en consultation Ouais. et le fait d'avoir plus de soucis digestifs chez une population féminine, est-ce que c'est dû uniquement aux fluctuations hormonales, donc par exemple à leur cycle menstruel, ou alors ça peut être expliqué par d'autres facteurs? Alors, il est évident que les hormones... tu me mets sur un terrain glissant, là. Hein. Vraiment glissant? Non, pas glissant, non, ça va. Bah non, mais parce que de toute façon, je vais donner mon avis. Mais en gros, je pense que les hormones jouent énormément. Donc, il y a plus de problèmes avec tout ce qui est œstrogène, notamment chez la femme. Il y a plus de problèmes aussi au niveau de la thyroïde chez la femme. Et la question au niveau immunitaire, je pense qu'il n'y a aucune différence. Après, au niveau nerveux, bah, je pense aussi que la femme, elle est plus touchée que l'homme. Parce que, par exemple, alors pas au niveau des dépressions, des angoisses, de tout ça, mais par exemple au niveau des troubles du comportement alimentaire. Au niveau du trouble du comportement alimentaire, on voit très rarement des hommes qui sont touchés par tout ce qui est boulimie, anorexie, alors que ça peut inhiber le nerf vague dont on parlait au départ, alors que les femmes, oui. Et donc, du coup, d'un point de vue nerveux, je pense que de ce point de vue-là, le nerf vague, il est plus souvent impacté chez la femme que chez l'homme. Après, quelles sont les raisons ? Je pense qu'elles sont physiologiques sur les troubles du comportement alimentaire. Elles sont peut-être aussi culturelles, hein, liées. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est Je pas sais pas. environnemental, sociétal qui Je fait sais pas. que... Honnêtement, ça, voilà, c'est là le terrain glissant, c'est que je n'ai pas la réponse à ça. Ouais. Donc je vais pas me prononcer, je sais pas. Ouais, non, clairement. Mais je pense qu'il y a des considérations à la fois hormonales qui font que les femmes, elles peuvent être plus touchées aussi par des troubles du comportement alimentaire. Je pense qu'il y a bien sûr qu'il y a des questions de culture, parce qu'on leur dit de faire telle ou telle chose, alors que nous, hommes, globalement, si on a fini notre soupe et qu'on a joué au foot et qu'on a mis un but, on est bien, quoi. On nous laisse tranquille. On nous laisse tranquille. Maintenant, voilà, je ne sais pas quelle est la part de ces deux facteurs dans l'apparition de ces problèmes nerveux type anorexie, boulimie et tout. Ok, c'est bon à savoir. On a quand même pas mal parlé d'alimentation. Est-ce que tu as un avis sur les compléments alimentaires ? Parce que mine de rien, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Ouais. Moi-même, je suis en plein dans les compléments alimentaires. Ouais. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent pour améliorer la masse musculaire, la force, mais aussi aujourd'hui la digestion. Oui. Est-ce que ça vaut quelque chose ? Quel est ton avis là-dessus ? Alors oui, ça vaut quelque chose. Ça vaut quelque chose, pourquoi ? Parce que, comme je t'ai dit, généralement, c'est le nerf vague qui pose problème. Le nerf vague, il donne les ordres aux organes digestifs. Sauf que si les organes digestifs ne reçoivent pas ces ordres, ils ne vont pas produire les enzymes, ils ne vont pas produire tout ce qu'il faut pour bien digérer. Et donc si finalement, via des compléments alimentaires, tu donnes ces choses-là, tu donnes des enzymes, tu donnes des plantes, tu donnes des choses comme ça, tu vas avoir une diminution des symptômes. Ça ne veut pas dire que la cause sera réglée, mais tu vas avoir une diminution des symptômes. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est long de gérer ces troubles digestifs et de trouver les causes et de travailler dessus. Donc si tu vas avoir alléger tes symptômes rapidement, facilement, au-delà de l'alimentation, au-delà du sport, de la gestion du stress, de tout ça, je pense que les compléments alimentaires, c'est vraiment, si ce n'est un essentiel, en tout cas quelque chose qui t'aide vraiment, quoi. Ah, super. Ça veut dire que même si l'information n'est pas envoyée, tu vas pouvoir les apporter avec les compléments alimentaires et les symptômes vont diminuer. Oui, de manière exogène. Tu peux prendre de l'acide chlorhydrique, tu peux prendre de la bile. Alors, ce ne sera pas de la bile humaine, ce sera de la bile généralement... Ça existe, ça, en complément ? Ouais. Ah ouais ? De la bile, généralement, c'est de bœuf ou de porc. Ah, mais il y a plein de choses qui existent. Là, tu vois, je t'ai parlé de la DAO, la diaminoxydase, ça aussi, ça existe pour mieux gérer l'histamine. Donc, il y a plein de choses qui peuvent t'aider énormément. Sauf qu'en fait, il y a énormément de choix. Et il faut pouvoir choisir le bon. Et généralement, c'est ça le problème. Il faut pouvoir choisir le bon d'un point de vue de l'actif et d'un point de vue de la qualité. Et ça, c'est encore un autre débat. Ouais, la qualité, ça pourrait faire l'objet d'un podcast en entier parce qu'on sait très bien à quel point la qualité est importante et que ça peut être difficile à trouver. Mais c'est intéressant de savoir que tous les types peuvent être cohérents dans la diminution des symptômes. Ah oui, vraiment. Et je pense que les compléments alimentaires, encore une fois, voilà, ça prendra pas en charge la cause, mais bien sûr. vraiment ça diminuera les symptômes. Si c'est bien choisi, s'ils sont bien choisis.
Et on a des familles de compléments alimentaires, c'est-à-dire que les enzymes digestives et les probiotiques, c'est deux choses différentes. Ouais. L'acide chlorhydrique, c'est encore quelque chose de différent. Ouais. Sur quoi il joue et de quelle façon? L'acide chlorhydrique, c'est plus au niveau de l'estomac, c'est C'est ça? au niveau de l'estomac, c'est pour réacidifier l'estomac. Pour l'estomac, globalement, on va avoir... Et c'est, désolé de te couper, c'est quelque chose qu'on typiquement on prend avant un gros repas ou non, pas du tout? L'acide chlorhydrique, c'est avant un repas, ouais. Ouais. Mais après, il y a des choses qui sont en dehors des repas aussi, Mmh. que tu peux prendre en dehors des repas. Généralement, quand il s'agit de digestion, c'est pendant le repas. Ouais. Et tu me dis donc les différents types de compléments, on peut fonctionner par organe. Donc par exemple, pour l'estomac, on va avoir des compléments alimentaires qui touchent à la muqueuse. Donc ça va être par exemple, qui vont participer à la régénération de la muqueuse. Par exemple, le zinc L-carnosine, qui est un zinc particulier. L'aloe vera, d'accord, qui va augmenter la production de mucus au niveau digestif et ça va protéger un petit peu l'estomac. On va avoir des pansements aussi, des pansements gastriques qui peuvent un petit peu agir, tu sais, comme du Gaviscon. Donc c'est tout ce qui va être bicarbonate de sodium. On va avoir une algue qui s'appelle l'algue de lithotamne, qui est une algue qui contient du carbonate de calcium qui va tamponner les acides excédentaires quand il y a des reflux, des choses comme ça. Tu vas avoir quoi d'autre pour l'estomac? Enfin, t'en as plein. Ouais. T'as des substances prokinétiques qui augmentent la vidange gastrique. Donc en fait, tu vois, il faut pouvoir identifier quand on a un problème de vidange gastrique, quand on a un problème de muqueuse ou quand on a un problème de sécrétion au niveau digestif, enfin au niveau de l'estomac. On fait des possibilités. Et le problème, c'est que les symptômes sont les mêmes. Ah ouais. Pour un seul organe en plus. Pour un seul organe. Donc en fait, il faut pouvoir, par un faisceau d'indices, voir si c'est plutôt ça, ça ou ça que moi je vais conseiller à quelqu'un. Et donc, de la même manière, est-ce que c'est plutôt ça, ça ou ça que je dois prendre quand je suis touché par des troubles d'estomac? Donc il y a ça. Après, effectivement, tu as parlé de prébiotiques, de probiotiques. Donc prébiotiques, nourriture des bactéries, probiotiques, bactéries. Il y a aussi les postbiotiques. Les postbiotiques, c'est ceux dont je t'ai parlé, le butyrate, qu'on peut prendre en complément alimentaire. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de trucs. On a plein de plantes. Alors des plantes anti-vomitives, des plantes donc pour les nausées. On a des plantes anticarminatives contre les ballonnements. Par exemple, moi j'adore le carvi. On a des plantes, donc il y a aussi le fenouil par exemple. On a des plantes pour, comme je t'ai dit, la motricité intestinale. Donc par exemple le gingembre. Il y a énormément de choses, mais c'est vraiment quelque chose qui est pas connu du grand public là pour le coup. Et puis on a les enzymes digestives. Là c'est pour le pancréas. Et pour le foie aussi, on a plein de choses. Il y a l'embarras du choix. Hein. Ah mais je pense qu'il y a 80 ou 100 produits que je pourrais te conseiller pour la sphère digestive. En tout cas, c'est bien que tu confirmes qu'ils peuvent être intéressants, à condition que la qualité soit bonne, évidemment, et que tu prennes ce qu'il faut en fonction de ce que tu as. Bien sûr. Et c'est ça le problème. Défi. Ah oui, c'est dur. Ça, c'est dur. Mais bon, c'est tout l'intérêt de ce que je fais, parce que si c'était facile, je ne serais pas là et tu parlerais tout seul, en tout cas avec quelqu'un d'autre. Et c'est tout le but de pouvoir informer ceux qui te suivent. Bien sûr. D'accord. C'est bien parce que parfois les compléments alimentaires, tu sais, alors certains, de par leur efficacité, sont indéniables, mais on en a beaucoup qui ne fonctionnent pas. Je parle de la musculation là pour le coup, mais je me demandais si c'était la même chose pour la sphère digestive. Ouais, c'est sûr. Tu parles de quoi? De quel des BCA, par exemple, des trucs comme ça. Oui, ça ne sert pas à grand-chose. C'est de la perte d'argent, tout simplement. Alors, au niveau... non, mais je savais que tu parlais des BCA. C'est pour ça que... Parfait. Est-ce qu'il y a des compléments qui servent à rien? En fait, il y a des compléments qui ne servent pas dans ton cas. Moi, par exemple, les postbiotiques, je ne suis pas très fan. Les postbiotiques, je ne suis pas très fan. Je préfère vraiment... améliorer la consommation de fibres et là gérer l'alimentation, gérer via l'alimentation. Mais est-ce que certains peuvent faire du mal? Oui. Ah là ça nous intéresse. Parce que si certains ne sont pas efficaces, bon, ok, tu perds un peu de sous, mais au moins tu te fais pas de mal. Ouais. Est-ce que certains peuvent être justement... Oui. Il y a les probiotiques. Okay. Les probiotiques, ça peut augmenter tes ballonnements. Chez plein de personnes, ça augmente les ballonnements. Notamment dans le cadre de ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, le SIBO. Le SIBO qui est une prolifération bactérienne au niveau de l'intestin grêle. Et SIBO, c'est l'acronyme de quoi? C'est un acronyme Small Intestinal Bacterian Overgrowth. Okay. Donc prolifération bactérienne de l'intestin grêle en français. Et en fait, normalement, ton microbiote, il se situe essentiellement, pas totalement, mais essentiellement au niveau du côlon, dans le gros intestin. Et en fait, il est possible
pour plusieurs raisons, parce que tu n'as pas assez d'acide gastrique, parce que tu n'as pas une bonne motricité digestive, que les bactéries remontent. Et elles remontent au niveau de l'intestin grêle. Et donc en fait, elles viennent fermenter à un endroit où en fait... Où elles ne devraient pas. Voilà, un endroit où finalement l'intestin grêle, c'est un lieu de digestion, là où toutes les enzymes digestives se réunissent pour digérer, pour transformer l'aliment en nutriments, et un lieu d'absorption. Mais ce n'est pas un lieu de fermentation. Donc en fait, ça fermente à un endroit où c'est les enzymes digestives, c'est la bile, c'est tout ça qui devrait être au contact des aliments. D'accord. Et donc du coup, quand tu prends des probiotiques qui sont des bactéries, qui sont généralement riches en lactobacillus, d'accord, qui est une espèce, et si tu as un SIBO, tu peux avoir potentiellement une augmentation de tes troubles digestifs parce que tu surajoutes des bactéries à la prolifération bactérienne. Voilà, donc tu peux avoir ça. Et donc le SIBO, juste pour préciser, c'est une pathologie où en fait c'est la maladie des ballonnements. Tu as l'impression d'être toujours enceinte. Enfin, enceinte ou enceint selon le sexe, mais c'est généralement des femmes quand même qui sont plus touchées encore une fois. Donc voilà, c'est vraiment la maladie des ballonnements, quoi. Tu pètes 30 fois par jour. Enfin, ou pas, mais tu as des ballonnements tout le temps. Même quand tu manges pas. Ah ouais. Ouais. Donc voilà, il y a aussi la glutamine, que tu connais peut-être, qui est donc un acide aminé qui sert plutôt à tout ce qui est réparation de la muqueuse intestinale, au niveau de la perméabilité intestinale. Et ça peut poser problème, ça peut poser de la constipation, un petit peu. Voilà. Mais globalement, c'est les probiotiques qui peuvent faire du mal, ils peuvent faire du bien aussi. Mais il faut bien choisir les souches. Et ça, il n'y a aucune information sur le sujet. Ah ouais. Très peu. Très peu. Même... Aucune information, tu parles pour toi Alors, genre... pour les gens ouais. De manière générale, parce que c'est un sujet qui est très complexe. Le microbiote, la composition du microbiote, c'est un sujet qui est très complexe, je pense, sur laquelle la science n'est pas encore au point. Et même pour moi, sur certaines souches, en fait, il y a des produits où il y a des souches, mais il n'y a pas d'études scientifiques à côté. Et donc, en fait, je ne sais pas à quoi ça sert. Alors, on dit généralement qu'il faut une synergie de souches. Donc, c'est généralement des souches qui sont proches de la souche étudiée ou des souches étudiées qu'il y a dans le produit. Mais c'est pour ça que je conseille assez peu les probiotiques, c'est parce que c'est un petit peu parfois je ne sais pas trop. Et moi, quand je ne sais pas, je ne donne pas. Ouais, par principe de précaution. Vaut mieux pas s'aventurer là-dedans. On vient me consulter parce que je suis un professionnel. Si je dis je vous donne ça, mais je sais pas pourquoi. C'est pas terrible. Pas terrible. Voilà. Et tu as plus de facilité à conseiller des enzymes digestives, par exemple, ou non, pas forcément? Ça dépend vraiment des cas. Si, beaucoup plus. Enzymes digestives. Encore une fois, ça dépend des problèmes. Mais sur des ballonnements, par exemple, 3 grandes causes au ballonnement. La première cause, c'est une fermentation à l'excès, donc une dysbiose, une prolifération bactérienne de l'intestin, qui va donc créer des gaz, et les gaz, ça gonfle. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, qui est une conséquence de cette première cause, c'est une mauvaise digestion. Puisque tu as une mauvaise digestion et que tu n'as pas assez d'enzymes digestives, qu'est-ce qui va se passer? Les aliments ne vont pas être digérés, ils vont venir au contact de tes bactéries, de ton microbiote, et elles vont fermenter à l'excès. Et donc, in fine, il y aura des ballonnements à cause d'une mauvaise digestion en amont, plutôt dans le tube digestif. Et la troisième cause, c'est la constipation. Parce qu'un ralentissement de la motricité digestive fait qu'il y a un temps de contact entre les aliments et les bactéries du microbiote qui est plus longue, et donc plus de fermentation. Et donc, en fait, ces 3 choses-là, ça permet si on travaille sur ces 3 choses-là, ça permet de calmer les ballonnements et les gaz. Et c'est vraiment le symptôme qui revient le plus souvent dans les troubles digestifs. Et donc, pour ça, les compléments alimentaires, c'est quoi? Enzymes digestives, le carvi, qui est une plante qui est à la fois prokinétique, qui lève un peu la constipation, et qui améliore la sécrétion des enzymes digestives. Et troisième point, qui va aussi accélérer la motricité digestive. Je l'ai dit? Ouais. C'est aussi un anti-ballonnement. Ça vient un peu absorber les gaz, pas comme le charbon. Le charbon activé, peut-être que tu connais aussi, qui vient un peu emprisonner les gaz, mais voilà. Donc des plantes comme ça, comme le carvi, comme le gingembre, comme l'origan aussi, qui sont des antibactériens, qui peuvent être très intéressantes, notamment dans le cadre du SIBO. Voilà. On a pas mal de possibilités. Ah, mais énormément. Et les enzymes digestives, c'est tout ce qui finit en ase, vulgairement. Ouais. Et il y en a certaines qui sont plus efficaces que d'autres ou plus intéressantes, parce qu'on tombe souvent sur protéase, amylase, tu vois. Ouais. C'est peut-être les plus populaires, mais j'imagine qu'il y en a des dizaines. Il y en a plein, en fait. Il y en a plein. Donc, c'est vrai, protéase, amylase, lipase et lactase. Et généralement, dans certains
complexe, tu peux aussi avoir de la cellulase qui dégrade un petit peu les fibres. Donc ça, c'est vraiment le standard minimum des enzymes. D'accord. Et en France, justement, il n'y a pas assez de marques qui commercialisent des enzymes avec des variétés d'enzymes. Donc des pectinases, de l'inulinase, des phytases, des invertases, des hémicellulases, des trucs en fait qui vraiment changent la donne au niveau digestif. Donc les enzymes digestives, c'est très bien. Le seul problème, en fait, c'est qu'en France, on n'a pas encore des qualités de produits au niveau à la fois de la variété enzymatique et de la concentration enzymatique qui peut permettre de vraiment mettre à terre, entre guillemets, les problèmes digestifs. D'accord, bon, c'est intéressant. Mais il y a des produits de ouf aux États-Unis, aux machins, qui sont trop bien, quoi. On suivra l'évolution voilà. En France. Tu suis un petit peu les trucs du genre greffe de bactéries de personne à personne? Transplantation fécale. Transplantation, les trucs comme ça. Je suis, oui, mais alors déjà, je recommande jamais, j'ai pas le droit, parce que maintenant, il faut savoir un truc, c'est que, pour parler concrètement, les selles, ça peut devenir un médicament. Et moi, j'ai pas le droit de donner des médicaments, je suis pas médecin. Ouais. Mais je fais pas de diagnostic, je donne pas de médicaments. Mais maintenant, les selles d'un donneur sain, qui est considéré comme sain, c'est considéré comme un médicament. En fait, ce qu'ils font, c'est très simple. Une transplantation fécale, c'est quoi? C'est on prend les selles d'un donneur sain, on les met dans un mixeur, dans un moulinex, et après, soit on te le réinjecte par le bas, soit tu le prends en capsule. Donc tu manges, voilà, tu t'en manges, quoi. Ouais. T'en manges, ou alors tu le prends par en bas. Je suis un petit peu. Maintenant, il n'y a pas énormément d'études sur le sujet, il n'y a pas énormément de choses qui sont très prometteuses. Il y a une bactérie pour laquelle c'est efficace et que c'est utilisé aujourd'hui, c'est le Clostridium difficile. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est une bactérie que tu peux avoir, et généralement, c'est ce qu'on donne en partie. Alors, encore une fois, je ne suis pas médecin, donc peut-être qu'ils donnent des antibiotiques à côté, mais je pense que c'est antibio plus transplantation fécale. Parce que les antibiotiques, ça peut totalement tuer ton microbiote. Oui, mais il faut en prendre quand même. Il ne faut pas avoir peur des antibiotiques au point de se dire j'en ai pris une fois, mon microbiote est pourri. Non, au bout de 2 mois, normalement, tu fais les choses bien et ton microbiote il revient à l'état de symbiose normale, quoi. Ok. Donc, et pour ce qui est de transplantation, tu n'attends pas les dernières avancées avec impatience pour que ça puisse changer quelque chose à ton approche? Oui et non. Oui et non, parce que moi, en fait, mon approche, elle est quand même nutrition, gestion du stress, compléments alimentaires, sport. Je me vois mal être en consultation comme ça, sortir le moulinex et dire attendez 2 secondes. Attendez, surtout que je peux pas le faire, donc je peux pas le faire. Donc voilà, mais c'est un peu marrant. C'est marrant, et je regarde quand même de temps en temps, mais c'est pas un truc sur lequel je compte. Surtout qu'au-delà de si ça marche, il y a aussi la question de est-ce que les gens l'acceptent. Parce que c'est quand même. Moi, je m'en fiche. Moi, je parle de caca toute la journée, je m'en fiche. Et je trouve ça même très bien si ça marche. Mais pour la population générale, c'est peut-être dégueu. C'est une pilule qui va être difficile à avaler. C'est bien, c'est très bien dit. Non, c'est très nul. mais oui, et en plus, on sait même pas ce que c'est qu'un donneur sain. Parce que tu vois, ton microbiote, en fait, la composition de ton microbiote, elle est tellement complexe, j'imagine. C'est une signature qui est unique. Il y a plus de bactéries dans notre intestin qu'on a de cellules. Donc en fait, on sait même pas ce que c'est qu'une bonne composition de microbiote. Donc finalement, je pense que c'est un outil qui peut être intéressant. Maintenant, est-ce qu'on va en sortir quelque chose vraiment de cette idée de transplantation fécale pour changer le microbiote? On ne sait pas trop. Ouais, je sais pas. Et selon toi, est-ce qu'il y a des mythes ou des idées reçues qui ont vraiment la vie dure et avec lesquelles tu te bats quotidiennement avec ton contenu sur les réseaux sociaux que beaucoup de personnes croient et qui ne sont en fait pas forcément vraies? Sur la digestion, le gluten, dont on a parlé, le gluten qui est responsable de tous les... Ça, c'est la vie dure, hein? Ah ouais, le gluten, c'est mauvais. Oui, on a hybridé les céréales, oui, elles ont un potentiel... Enfin, elles ont un génome qui est beaucoup plus complexe qu'avant. Donc c'est un peu ça l'argument, c'est que aujourd'hui tout ça c'est un peu hybridé, c'est un peu modifié, donc c'est pas fait pour la consommation humaine. Voilà, c'est plus dur à digérer et on en consomme beaucoup plus. Et ça c'est vrai par contre. C'est vrai que les farines anciennes de blé, elles contiennent beaucoup moins de gluten. Et donc c'est vrai que ça doit être un peu plus digeste. Maintenant, si on mange de manière variée, logiquement, on va pas manger des pâtes ou du pain tous les jours. On va en manger une fois par semaine des pâtes
et 1 fois par semaine ou 2 du pain. Et donc dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de souci. Encore mieux, même le gluten, je ne parle pas pour les gens qui ont des problèmes digestifs, je parle pour la population générale. Pour la population qui a des problèmes digestifs, ça peut s'entendre. Mais pour la population générale, le fait de ne pas du tout manger de gluten, c'est associé à une moins bonne diversité bactérienne dans l'intestin. Donc ça dégrade ton microbiote si tu ne manges pas du tout de gluten. C'est intéressant ça. Ouais. Donc, et c'est une étude, je pourrais te donner mettre la référence dans la description. Dans la description, ouais. Mais voilà, donc je pense que la variété alimentaire, c'est vraiment une des clés. Donc le gluten, ça a la vie dure, ouais. Et ça reste encore un mythe qu'il faut un petit peu démonter ou en tout cas préciser pour que les gens n'en fassent pas l'ennemi numéro 1. Oui. Est-ce que ça veut quand même dire que c'est pas forcément conseillé de consommer du blé tous les jours ? Oui, quand même. Pour la variété alimentaire, moi, je le conseille. Si par exemple, petit-déj, je mange du pain grillé avec des œufs et un demi-avocat, à midi, j'ai une portion de pâtes, et le soir, qu'est-ce qu'on pourrait trouver qui est... La semoule ? Voilà, de la semoule. Non, pas ouf. Ouais. Pas ouf quand même. Pas ouf parce que pas de variété alimentaire, parce qu'effectivement... En fait, sur le gluten, moi, j'ai un principe de précaution. Mais un principe de précaution qui n'est pas poussé à l'extrême. C'est-à-dire que je dis, je pense qu'il faut le limiter. Mais comme il faut limiter le riz, comme il faut limiter la viande rouge... Ouais, ça marche pour beaucoup de choses. Ça marche pour beaucoup de choses, en fait. Et donc, le gluten, on en fait tout un plat, entre guillemets. Mais voilà, il n'y a pas lieu de se faire trop de mal avec le gluten par rapport à la viande rouge. La viande rouge, ça augmente... si tu manges de la viande rouge plus de 2 fois par semaine, je crois, tu augmentes tes risques de cancer du côlon. Personne n'en parle. Alors que le gluten, jusqu'à preuve du contraire, oui, tu vas un peu plus péter. Mais il n'y a pas d'étiologie, entre guillemets, liée à de l'apparition de maladies comme le cancer, tu vois. Ouais. Alors que la viande rouge, oui, et tout le monde s'en fout. Donc, je pense que le gluten, c'est un gros mythe, quand même. C'est un gros mythe contre lequel je me bats, mais pas trop, parce que ça ne plaît pas aux gens. Ça ne plaît pas aux gens de se battre contre des mythes. Il faut, tu vois, les dogmes, c'est ça ne plaît pas aux gens qu'un spécialiste leur dise « Ouais, mais non, vous n'avez pas à vous inquiéter autant que ça du gluten. » Non. Ouais. Mais non, parce que les gens, quand ils sont convaincus de quelque chose, ils s'en foutent. Ils sont convaincus. On n'a pas envie de leur dire, ils n'ont pas envie d'entendre qu'en fin de compte, ils font fausse route. Ouais. Moi, je combats pas le dogme du gluten, entre guillemets. Je combats les dogmes alimentaires parce que c'est eux qui empêchent d'avancer sur des personnes qui ont des troubles digestifs ou d'autres troubles d'ailleurs. Bien sûr, tu n'as rien à gagner avec le gluten. Hein. C'est juste que tu veux de la nuance. Tu veux de la nuance et garder la tête froide. Ouais, voilà. En plus du gluten, est-ce qu'on aurait d'autres mythes ou idées reçues ? Ouais, l'alimentation qui est au centre de la gestion de tes troubles digestifs. Il n'y a que ça. Non, il faut dézoomer. Moi, je pense qu'il faut vraiment dézoomer. Moi, j'en étais persuadé. Hein. Tu vois, c'est bien. Ouais. Rien que pour ça, c'est cool d'avoir ce genre de discussion parce que j'en étais vraiment persuadé. Pour moi, c'était le seul... le seul facteur. Le seul facteur. Ouais. Non, vraiment pas. Le stress, le sommeil. Moi, je dors mal. J'ai un transit qui change. Je dors bien. Voilà, le fait de consommer de l'alcool, des drogues, tout ça, voilà. C'est sûr, ouais. L'alimentation, c'est... Je ne vais pas dire presque secondaire, c'est un peu provocateur, mais c'est pour que les gens comprennent bien que c'est un aliment parmi tant d'autres. Et c'est pas... encore une fois, si tu manges que des nuggets, ouais. Tu manges... si tu mets de la mayonnaise sur tes nuggets et que tu te fais des sandwichs comme ça, bon, oui, tu vas mal digérer, mais c'est normal. Mais si tu manges normalement, il faut vraiment dézoomer de l'alimentation pour ces troubles digestifs. Même si c'est dur à entendre, faire des exercices de respiration, tu vois, pour remettre le nerf vague à l'endroit. Ça, la cohérence cardiaque, c'est donc qui est un exercice de base au niveau de la respiration qui commence à être connu. Je pense que c'est un réflexe qui potentiellement améliore beaucoup plus la digestion des gens que de leur dire arrêtez vos 2 verres de vodka le week-end. C'est intéressant. Alors que c'est bizarre, tu vois, c'est contre-intuitif, mais c'est le cas. Tu sais qu'il y a quelques années, mais ça remonte un petit peu, hein, j'avais fait une vidéo sur YouTube sur la protéine où j'avais recommandé aux gens de ne pas prendre de protéines ou même de ne pas manger immédiatement après la fin de leur séance. Ouais. Tu vois, dans la minute qui suit. Ouais. Alors que c'est une habitude chez beaucoup de pratiquants de muscu de finir leur dernière série et d'ingurgiter leur shaker de protéines. Donc, j'avais fait une vidéo sur ça, j'aurais dit ne faites pas ça, attendez que votre rythme cardiaque descende, attendez que votre système nerveux sympathique il soit désactivé, entre guillemets, pour que vous puissiez être dans les meilleures conditions pour digérer. Je m'étais fait éclater. Ah oui, c'est normal. Je m'étais fait complètement éclater. Alors que c'est vrai.
Alors Pour que c'est bien vrai. digérer, vaut mieux attendre 5 minutes. Alors Mm. que la prétendue fenêtre anabolique, bon, ça, je sais même pas si ça existe ou pas. On sait pas Non. trop si ça existe ou pas. Et même Euh, si elle existe, elle est plutôt de quelques heures. Voilà, c'est ça, que elle est de t'as- quelques elle heures. est de quelques heures Elle que est tu as pas- vraiment le temps. Et voilà. pas d'une heure, hein, c'est plutôt 6-8 Voilà, heures. donc finalement, de toute façon, tu vas te faire un repas après. Mm. Donc on n'est pas à 1 minute près au niveau de l'ingurgitation des protéines. Et effectivement, c'est mieux pour la digestion que de autant bien digérer les protéines. D'autant plus que sur certaines whey, certains trucs comme ça, il peut y avoir du lactose, Ouais. que les gens peuvent avoir tendance à mal digérer. Bon, ça, c'est un autre problème, mais voilà, t'avais raison. Pour moi, t'avais raison. Moi, j'aurais mis un pouce vert. Hein. Ouais. J'aurais mis un pouce bleu. Hein. Il y a eu pas mal de pouces rouges. Et je m'étais permis de faire un autre parallèle dans cette vidéo. Tu me diras si tu es d'accord ou pas. Je parlais aussi du fait que beaucoup de personnes, j'avais pris un exemple très concret, entre midi et 2 n'ont pas beaucoup de temps pour manger. Donc, ils ont tendance à manger debout, en mode Ouais. précipité. Ouais. Et ce qui pouvait un petit peu perturber leur digestion. Ouais. T'es d'accord avec ça Ah oui, ou c'est- totalement. Les gens qui mangent en un quart d'heure devant la télé ou qui sont stressés, qui sont comme ça devant leur poste de truc, enfin leur poste de boulot et tout, ils vont avoir tendance à mal digérer. Après, il y a des trucs, donc effectivement, il faut pouvoir se poser quand on mange et être bien et être un peu dans la conscience que l'on mange. J'aime pas trop parler de ça parce que ça fait un peu trop. Enfin, c'est pas moi quoi de dire ça, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, oui. C'est oui. vrai. C'est Oui, vrai. parce que quand tu dis la conscience de manger, on Ouais, imagine une voilà. cérémonie. Voilà, exactement. J'ai l'impression que. Mais ce qui n'est pas le cas. On a bien compris que c'était Oui. juste être dans de bonnes conditions pour. Voilà, c'est juste pas être stressé, être bien, prendre son temps. Voilà, Mm. c'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger. Mais voilà, oui, c'est vrai que quand je dis ça, j'ai l'impression qu'il va y avoir de la fumée qui apparaît et des chamans et un serpent qui, tu vois. Une petite musique. J'aime pas me donner cette image, surtout avec le métier que j'ai. Non, mais je pense qu'on a bien compris que, Voilà. que c'était pas le cas. Ok, trop intéressant. Je suis content que tu valides. Non, oui, je valide. Tu valides plutôt Je valide. ce que j'ai dit Je sur vais ce aller voir la sujet. vidéo. Ouais, carrément, après. je te l'enverrai. Elle est un petit peu ancienne, mais tu me diras ce que tu en penses. On a d'autres idées reçues, tu trouves, ou d'autres mythes Sur les troubles digestifs, ouais, qui reviennent assez souvent, par exemple, sur les commentaires que tu as sur Insta ou sur les messages que tu reçois. oui, oui. Mais plus sur peut-être l'alimentation. Hmm. Les gens, ils sont persuadés du caractère inflammatoire de certains aliments. Tu vois, et ils disent, ah oui, ça c'est inflammatoire. Le gluten, on en a parlé. Les produits laitiers. Et puis, en fait, je profite de la parole que tu me donnes pour dire ça, mais il y a un truc que je supporte pas sur les réseaux, c'est genre, les gens qui disent, oui, prenez des protéines de bonne qualité. Prenez des trucs de bonne qualité, les bons gras. Mais que ça veut rien dire. Enfin, ça veut pas dire grand-chose, en fait. Les bonnes protéines, si tu me parles d'une viande rouge, c'est quoi une bonne protéine alors? Ok, elle est à 5% de matière grasse, on est d'accord. Mais après, il faut pouvoir parler de faits, de comment est nourri l'animal, dans quel environnement il se... Et en fait, les gens, ils disent, oui, alors ça, c'est une bonne protéine, ça, c'en est pas une bonne. Parce que, par exemple, un steak charal, c'est pas une bonne parce que c'est charal. Hmm. Alors qu'un truc du boucher, alors que peut-être que c'est exactement la même viande et que les gens, ils en savent rien, tu vois. Et donc, en fait, ils C'est vendent... probablement le cas, hein, ils en savent pas. Et oui, ils en On savent- n'en sait pas. Je me mets aussi dans le panier, hein, j'en sais pas grand-chose. Eh oui, à moins de prendre sa viande chez un fournisseur qui Mm. te garantit voilà, comment sont nourries les viandes et tout. Il y a cette espèce de truc à dire les bons machins, et les mauvais d'un côté. Et je trouve que le tableau, il est trop blanc ou noir. Et... Ouais, c'est réducteur à fond de. Mais oui, en fait, alors que les gens n'ont pas les arguments, ils avancent même pas les arguments pour dire, bah oui, qu'est-ce que ça veut dire les bonnes protéines? Mm. Alors oui, les poissons gras, c'est bien pour les oméga 3, des trucs comme ça, mais encore une fois, on ne sait pas ce qui est bien, pas bien, entre guillemets, en matière vraiment de produits. Donc voilà, ça n'avait aucun rapport avec ta question. Non, si, c'était bien de préciser ça parce que, en fait, ça nous permet de comprendre que la nuance est importante, quel que soit le sujet. Oui, et on en manque. Il n'y a pas de coupable indiscutable et il n'y a pas non plus d'aliments miracle indiscutable. Non. C'est qu'il y a toujours une nuance. Il y a des en fait, le seul miracle, entre guillemets, dans cette matière-là, je pense que c'est l'information. Mm. Parce que c'est l'information qui va te permettre de savoir comment te sortir des troubles dans lesquels tu es. Voilà. Parce que ça va te permettre de piocher à droite, à gauche sur une information ou une autre. Et je pense que c'est ça le plus important. Et ben, c'est une super phrase à retenir. Merci. Est-ce que tu aurais pour finir comme ça, Ouais. quelque chose d'un peu plus personnel? Est-ce que toi, dans tes habitudes quotidiennes, Ouais. tu as des aliments... Enfin, ma question, c'était plutôt tournée vers les aliments, mais on peut dire vers les habitudes. En général, qui te permettent d'avoir une meilleure digestion ou de mieux assimiler les aliments que tu vas consommer. Ouais.
Alors, moi, j'ai pas trop de problèmes de digestion. Mhm. J'ai quelques petits problèmes d'histamine. Donc, je peux avoir des problèmes avec les yeux qui grattent, parfois des brûlures d'estomac, des choses comme ça. Donc, je prends un peu de la diaminoxydase parfois, quand ça va pas trop. Bon, c'est assez rare quand même. Mais ça, c'est un conseil qui est très spécifique à ma personne. Sinon, je pense que moi, le meilleur truc que je fais, c'est le sport. C'est faire du sport pour ma digestion et pour ma santé mentale. On n'est jamais moins bien, on se sent jamais moins bien après une séance de sport qu'avant l'avoir commencé. Ça, c'est sûr, même quand on n'a pas envie d'y aller. Ouais, voilà. Mm. Le sommeil aussi, bon, ça, je fais pas toujours les choses bien. Je donne pas toujours. C'est les cordonniers les plus mal chaussés, bah, c'est un peu vrai. Sur le sommeil, mais se coucher tôt. Et après, l'alimentation, franchement, régime méditerranéen, voilà, il n'y a pas lieu de se faire du mal au niveau de la tête avec des injonctions en mode ah ouais, mais il faut que je mange ça et pas ça et pas ça. Enfin, faites les choses, faites les bases en fait, respectez les bases et foutez-vous la paix sur un aliment parce que vous avez vu un TikTok qui dit que. Voilà. Moi, vraiment, c'est pas vendeur, hein, mais c'est la vérité. Non, mais c'est bien parce que c'est aussi déculpabilisant de se dire que le plus important, c'est de faire les choses bien et longtemps, en fait. Bah T'es oui, pas obligé de faire les choses parfaitement pendant une petite période. Il faut juste faire les choses bien pendant longtemps. Il faut pouvoir faire les choses parfaitement pendant une petite période quand on a des vrais problèmes et qu'on suit un régime sans FODMAP, sans machin. Ouais. Mais sinon, de manière générale, vous n'avez pas de problème, bah, kiffez votre vie, quoi. Enfin, voilà. C'est bien. Bah ouais. On aime bien ce genre de discours. Bah ouais, enfin, je sais pas, le On aime bien vendredi ce genre soir, de discours. va te prendre ta bière, va te prendre ton jet, quoi. Ouais. Si tout va bien. Bien sûr. Il n'y a pas lieu de... Enfin, faut vivre, quoi. Mais ça en revient aussi au fait d'être informé. Parce que si tu es informé, tu es bien conscient que de vivre ta vie, ça ne va pas trop ça va rien provoquer de négatif. Non, c'est sûr. Ouais, bah oui. Non, Sans extrême, bien sûr. On n'est pas en train d'encourager les gens à se mettre une mine samedi soir et à faire une nuit blanche. Un petit peu, quand même. Non, je rigole. Gardez-le. Non, je rigole. Oui, bien sûr. Non, mais voilà, je pense qu'il faut de l'équilibre dans tout. À la fois dans les bonnes choses et les mauvaises. Et si on fait que des bonnes choses, moi, j'aime pas les gens qui font que tout bien. Ça me saoule d'un point de vue perso, mais en plus, même d'un point de vue santé, voilà, tu manges jamais de gluten, bah, ton microbiote, il est moins bien. Ça permet aussi d'augmenter les défenses, de s'empoisonner un petit peu. Bon, après, je te rassure, j'ai jamais rencontré personne qui faisait tout bien. Ah, il y a quand même des gens qui sont... Ah ouais? Ah ouais. Bon bah toi, t'as dans les mecs qui font de la muscu peut-être, Mmh. il y a jamais de personnes qui font tout bien. Dans le milieu un petit peu hygiéniste, naturel et tout, il y en a qui... Moi, j'ai pas envie d'être en soirée avec eux. Ah ouais. Mais encore une fois, enfin, là, c'est pas sympa ce que j'ai dit. Ils sont peut-être très intéressants et tout, mais c'est juste, ça me ferait culpabiliser. Je dis pas ça parce qu'ils ont l'air, parce que c'est chiant entre guillemets, mais ils me feraient culpabiliser, quoi. Et il faut pas culpabiliser. Enfin. Non, ça fait partie aussi de la santé et de pouvoir être à l'aise avec ce que tu fais clairement. et d'être en alignement avec tout ça. Clairement. Sinon, moi, je préfère ne plus vivre cette vie, quoi. On est d'accord. On est carrément d'accord. Bah, Victor, c'était une discussion hyper enrichissante. Bah, j'espère, merci. Je pense qu'on a tout abordé et à mon avis, on a tout abordé dans les détails, donc c'est cool. Ouais. Est-ce que tu es OK avec tout ce que tu as dit et ce que tu as pu rentrer dans les détails Oui. Oui. C'est bien, c'est important. Et je pense que ça fera un épisode hyper cool pour tout le monde. J'espère. Et du coup, on te retrouve sur Insta et TikTok. Alors TikTok, Pas trop. Okay, il faut que je le fasse. Mais voilà, Instagram, Victor. Ne te sens pas obligé de te lancer sur TikTok. Hein. Moi, j'y suis pas. Et, je suis un peu obligé. Ah maintenant, ouais, on est un peu obligé, je crois. Mais bon, Instagram, victor.naturopathe. Et beaucoup de santé digestive, un peu de santé hormonale, un peu de nutrition aussi quand même. Avec des hooks, du coup, putaclic, vous avez compris. Mais c'est bien, ça nous permet de rester intéressés sur la vidéo et c'est toujours important. De la dopamine. On mettra ton lien dans la description. Tu sais, ce podcast sort sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming. Ok. Donc, il sera en audio et en vidéo. On mettra toutes les infos te concernant pour que vous puissiez tous vous abonner à la page de Victor. Bah merci en tout cas de m'avoir invité. C'était très cool. Merci à toi. Et merci de m'avoir reçu dans des bonnes conditions. C'est un très beau studio. J'ai appris plein de choses et ça me déculpabilise aussi, franchement. Pour te le dire personnellement. On va se faire un McDo du coup? Non, peut-être pas, mais c'est cool d'avoir ce genre de discussion parce que, pour mon cas précis, le fait d'être au milieu de toutes ces informations, tu sais, des fois, même en tant que professionnel d'une catégorie, c'est-à-dire le sport pour moi, tu peux te sentir un peu dépassé par toutes les informations qui viennent à toi. Donc c'est cool d'avoir un pro
en face et qui puisse te dire ok, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est important, un peu moins. Et la nuance, c'est toujours. Après, j'ai pas forcément raison sur tout. Hein. Non, mais ça, Mais oui. j'ai bien compris que tout le monde, personne n'avait raison sur tout. Non. Donc c'est cool d'avoir ton avis et surtout les justifications qui vont avec. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci Victor, à bientôt. Merci, à bientôt. Ciao. Merci à tous d'avoir visionné cet épisode complet avec Victor. On peut rester sur le thème de la diététique avec l'épisode que j'ai enregistré avec Amandine. Vous le trouverez juste ici. C'est une discussion passionnante. Je vous encourage à aller la visionner.